Salut Jeff. Allô. Je t'appelle Jeff parce qu'on se connaît bien. Ouais. On a fait une tournée d'1 an en 2017 avec Participation. Meilleure année de ta vie, je pense. Ben pour vrai, là, j'en partirais. Je pense que je le referais. Moi aussi, je pense Je pense que je le referais. Donc, je t'invite aujourd'hui, en fait, pas juste parce qu'on est amis, mais parce que tu as un parcours vraiment intéressant dans le domaine du loisir et du sport. Je pense que tu vas permettre à beaucoup de personnes de comprendre ce domaine-là, puis de voir aussi ce que le sport professionnel ou récréatif peut apporter dans la vie d'une personne. Tu es étudiant au baccalauréat à l'Université de Trois-Rivières en loisirs, culture et tourisme. Yes. Ton stage de 2020 va être pour les Jeux du Québec qui vont se dérouler à Laval. Félicitations, c'est vraiment cool. Tu vas être stagiaire pour le volet sportif. Exactement, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. On accueille 3300 athlètes, des jeunes de 12 à 17 ans. On va leur faire vivre des super belles émotions et des beaux souvenirs. C'est ça le but des Jeux. Ouais. Fait que bien hâte de faire ça. Puis j'ai l'impression que ça fait tellement avec toi aussi. Là. C'est quel événement qu'on a fait avec Participation? Qu'on était sur une compétition. Avec les jeunes, c'était à Moncton, en Nouveau-Brunswick. C'était les Jeux de la francophonie. OK. On avait des jeunes de 12 à 17 ans. C'était ta crowd, je pense. C'était mon événement préféré, le pire. Okay. Tu n'avais même pas fini ta phrase, puis c'était ça qui me popait dans la tête. C'était de loin mon événement préféré parce que justement, il y avait ces jeunes-là qui... C'est des éponges à cet âge-là, fait que c'est tellement facile d'échanger avec eux puis de leur parler. Puis ouais, non, c'est mon crowd. Je pense que c'est avec eux que je m'entends mieux. Puis ils sont faciles d'approche. Puis je pense que tu as une bonne compréhension technique. Avec des jeunes de cet âge-là, c'est facile. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile d'aller vers améliorer les compétences pour amener un certain niveau de performance parce que tu t'intéresses beaucoup au développement des athlètes. Ouais, puis c'est vraiment à cet âge-là où ils sont rendus dans un... En fait, c'est qu'en bas de 12 ans, les jeunes développent leur habileté physique. En fait, ils découvrent leur motricité, ils découvrent leur habileté physique. Puis à partir de l'âge de 12 à 17 ans, c'est là qu'ils veulent plus s'approprier des sports, s'approprier des techniques, s'approprier des habiletés. Puis c'est là qu'ils sont vraiment en mode apprentissage au maximum. Où qu'autrefois étaient plus, tu sais, avant ça, ils sont plus en mode découverte. Puis une fois qu'ils sont en mode apprentissage, tu as leur focus à 100% quand tu réussis à aller les chercher. Puis une fois que tu vas les chercher, ben c'est facile, là, ça devient un flow. Puis une fois qu'ils sont dans leur flow, c'est naturel. C'est nice. Puis j'aime encore, on n'a pas mis en contexte en fait de pourquoi on était dans des événements comme ça avec Participation. Dans le fond, veux-tu le présenter, en fait? Ouais. Tu as connu ça avant moi. Non, c'est ça. Donc, Participation en 2017, ils ont fait un palmarès 150 des activités qui nous représentaient comme Canadiens. Puis on a eu la chance, un des meilleurs emplois, je pense, qu'on aura de notre vie, c'est de se promener à travers l'Est du pays. Puis on a fait... C'était tout le Canada, puis on était, nous, l'équipe de l'Est. C'était tout le Canada, une équipe de l'Ouest, une équipe de l'Est. On était dans l'équipe de l'Est, donc on a fait Ontario, puis tout ce qui était à l'Est de l'Ontario, donc Québec, les Maritimes. Puis on faisait la promotion de l'activité physique puis des saines habitudes de vie. On allait dans des événements, dans des écoles, des événements familiaux. On allait aussi dans plein de festivals. Puis on faisait bouger le monde. C'était ça notre job. C'était des trucs grassroots qu'on disait qu'ils pouvaient avoir dans une ville en Acadie de 300 habitants. Comme on a eu des événements de grande envergure au cœur de Toronto. Il y a eu 25 000 impressions. Fait qu'on a vu un peu de tout. On a travaillé à plus 40 degrés dans la canicule à Montréal, comme on a travaillé à moins 40 à... C'était-tu à Rouen? Non, c'était au Saguenay. C'était au Saguenay? C'est au Saguenay, ouais. À moins 40, qu'il y a une des tentes qui est partie souvent, qui a cassé tellement il faisait froid. Là, le poteau en métal a cassé. C'était vraiment le fun, ça. C'était une belle journée. J'étais super positif cette journée-là. Ouais, moi puis Jeff, on était 6. On était tout le temps ensemble. Je pense que c'est une expérience humaine la plus enrichissante que j'ai jamais vécue parce que quand tu es 6 tout le temps, il n'y a pas d'échappatoire, genre. Non. On dirait que ça te mène en face qui tu es, puis comment tu interagis avec les autres, puis... C'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. C'est cette année-là, je pense que j'ai le plus appris sur moi-même, notamment grâce à toi et à Vince qui... On était tout le temps en analyse, on avait l'impression, on s'analysait constamment, puis je pense que c'est cette année-là que j'ai le plus appris de moi-même. Tu regardes le 1er janvier 2017, puis tu regardes le 31 décembre 2017. Là. Il y a un avant puis un après. Ridicule, le avant puis l'après. Mais c'était le fun, t'as raison, c'était très humain comme expérience. C'était pas facile parce que jamais dans ma vie, j'avais vu des collègues ou eux, tu sais, jamais des collègues m'ont vu
dans des places aussi vulnérables. Des fois, tu sais, des jours où, genre, notre linge est sale, on n'est pas de bonne humeur, tu sais, parce on voyageait sur la route ensemble, on a traversé le pays en voiture, on traînait l'équipement, fait qu'on est dans le même véhicule, on est dans le même hôtel, dans les pauses souvent, on mange ensemble, on mangeait dans notre chambre d'hôtel, en tout cas, on essaie aussi de se cuisiner des affaires. Fait que là, il n'y a pas de secret, là. Tu sais, les journées d'habitude où tu rentres du bureau, puis tu vas chez vous, puis tu te décompresses parce que t'es de mauvaise humeur, puis tu as tout accumulé, là, genre, t'as plus vraiment d'échappatoire. Non, c'est ça. Parce qu'il faut dire qu'on n'était pas seul dans notre chambre, là. Il y avait tout le temps quelqu'un avec nous. Exactement. Moi, j'avais tout le temps Paul. Puis, tu sais, on était tout le temps en duo. Fait que t'as raison, il n'y a jamais un moment où tu pouvais faire OK, moi, je suis dans ma bulle. Là. Ouais. Ta bulle, il y avait tout le temps quelqu'un avec toi. On allait au gym ensemble. mais... Tout ensemble. Mais non, c'était vraiment une belle expérience. Fait que ça m'a fait découvrir. Si moi, j'avais pas d'expérience en promotion, ce qui est le titre du travail qu'on avait. Dans le fond, on était des ambassadeurs de marque. Fait qu'on représentait Participation. Mais je me disais, c'est un défi qu'il faut que je relève. Tu sais, de dire, ma job, ça va être de parler à des personnes, d'interagir avec des inconnus toute la journée, là. Puis on a rencontré des milliers de personnes au final. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait parce qu'avant, je me considère assez introvertie, même gênée. Fait maintenant, on dirait que d'apprendre à communiquer avec des gens dans plein de contextes, c'est enrichissant pour plein d'autres choses dans la vie, tu sais. Fait en tout cas, des beaux souvenirs. Puis on a tous eu des événements coup de cœur, je pense, selon les contextes. Mais en fait, là, c'est le temps, je pense, que je fasse une mention de Hearst. J'ai choisi ce coton ouaté-là aujourd'hui parce que c'est un coton ouaté qu'on a eu pendant la tournée. Une petite ville. Je ne sais pas si c'est une petite ville, je dis, mais c'est dans le nord de l'Ontario. C'est une petite ville dans le nord de l'Ontario. Francophone. Bilingue. Puis ils nous ont accueillis comme des rois. Je pense que toi, tu raconterais bien l'histoire, là. Ouais, on était vraiment, vraiment super bien accueillis. Ils nous attendaient de pied ferme, là. On est arrivés là. Puis je pense que... En fait, je pense qu'on a fait leur semaine, puis eux, ils ont fait notre mois. C'était un moment dans la tournée où on était vraiment fatigués, je pense aussi. Fait que c'était le fun de se faire accueillir de cette manière-là. On a été accueillis à bras ouverts. Il y avait une école au complet qui nous attendait. Les jeunes avaient hâte de venir jouer avec nous. Ils avaient hâte d'interagir avec nous. Puis en fait, c'est surtout après événement, en fait, on avait un événement toute la journée avec des écoles. On recevait des écoles, on recevait du monde de toute la communauté. Puis ce qui était beau aussi, c'est qu'à l'intérieur de la communauté, il y avait fait parce que, en fait, le palmarès 150 de participation, c'était important de le dire, c'était une compétition entre les citoyens, puis il fallait que les personnes réussissent à... on était vraiment pas dans cette... L'aspect compé, mais c'est-à-dire les gens pouvaient cumuler... Des points, des points, selon... Le plus d'activités possible, c'est ça. Puis nous, on est arrivé à Hearst, puis ils l'avaient fait à l'intérieur de leur communauté. Fait que l'hôpital était en compétition avec les écoles, puis les écoles étaient en compétition avec l'hôtel, puis l'hôtel était en compétition avec... Fait que ça, c'était vraiment le fun à voir. Puis après l'événement, on a été accueillis dans un match de hockey junior A, je crois. C'était l'école de Claude Giroux. C'était une équipe qui était majoritairement financée par Claude Giroux, qui est un joueur de hockey avec les Flyers. Je pense qu'elle avait quitté pendant une couple d'années, puis il y a un groupe de citoyens qui avait réussi à la ramener dans la ville. Ouais, exactement. Exactement. Puis on a été accueillis là. Ils nous ont invités au match. On avait des sièges privés. Ils nous avaient donné... des sièges avec nos noms dessus, genre dans les estrades, là. Puis exactement. Ils nous ont annoncé au micro. Ils nous ont annoncé en fin de troisième période. Ils ont dit qu'ils étaient fiers de nous accueillir. Puis on avait l'air de superstars. C'était vraiment le fun. Puis ils nous ont donné des bodies comme ça, des t-shirts aussi, je pense. Des casquettes. Il était venu à notre hôtel avant le match, dans le fond, pour nous apporter du stock promo. Puis on capotait là, comme des enfants. Puis là, on arrive à l'aréna. On avait l'impression du moins que toute la ville était dans l'aréna. Je pense que c'est quoi, il y allait avec... puis on avait tous vu les gens pendant la journée, les enfants. Puis là, il y avait les gens, les estrades étaient pleines. Il y avait des gens qui faisaient du bénévolat à la porte pour accueillir, vendre le stock. C'était vraiment magique. Puis ça a été une des plus belles, pour moi, un bel exemple de comment accueillir les gens puis les faire sentir spéciales puis faire qu'ils ne vont jamais t'oublier. Non, c'est ça. Je n'ai jamais oublié Hearst ou leur équipe. Jamais. Puis c'était vraiment le fun parce que, comme on l'a dit, c'est une petite ville, puis on dirait que c'était un... permettez-moi l'anglicisme, là, mais c'était un happening, puis le monde... C'était un mercredi soir, je pense. Ben, mercredi soir, on s'en va tout à la game de hockey, puis la ville au complet était là-bas. Puis c'était du super beau niveau, c'était une super bonne game, puis je m'en souviens, là, c'était le fun, les estrades étaient
était pleine, puis ça criait, puis l'ambiance était... Puis je pense que ce qui est spécial pour toi, c'est que toi, tu comprends ce qui se passe sur la glace. Parce que moi, quand je regarde du sport, moi, j'aime le tennis. Je suis une maniaque de tennis. C'est pour ça que j'habite à côté du parc Jarry, parce que j'ai toujours aimé ce parc-là pour aller à la Coupe Rogers. Mais quand je regarde du hockey, du football, du basket, genre, je comprends pas ce qui se passe, à part quand il y a des buts. T'sais, on en parlait tantôt, beaucoup de gens, avant d'enregistrer, beaucoup de gens regardent puis attendent les buts parce que c'est grandiose puis tu sais ce qui se passe, mais sinon, tu vois pas toutes les subtilités du jeu. Exactement. Mais toi, tu es une des personnes... J'ai jamais connu quelqu'un qui connaît... rencontré quelqu'un qui connaît autant les joueurs, les histoires C'est une passion. sur le banc. Fait que hockey, football, basket. Tennis aussi, j'adore le tennis. J'ai vu Nadal cet été. OK. Ouais, j'ai vu gagner. J'étais vraiment fier de lui. Non, j'adore tous les sports. Fait que toi, t'es team Nadal. Moi, je suis team Nadal, oui. Mais Non, j'adore moi aussi, je suis Nadal. Ouais. Moi aussi, je suis Nadal. Le Federer, il est très élégant, mais j'aime la fougue de Nadal. C'est une vibe. J'aime juste pas Djokovic. Je le respecte, mais je l'aime pas. Non? OK. Non. Moi, je le trouve drôle. J'ai aimé que ce trio-là, ce challenge pendant Ouais, années, non, vraiment. on est tellement chanceux. Je pense qu'on réalise pas à quel point on est chanceux. Mhm. De voir les 3 meilleurs de tous les temps en même temps. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça n'a juste pas de bon sens. J'ai vu une finale, je pense que c'était Murray Djokovic, 4e rangée. On avait sneaké. Ah, c'était malade. Ouais. Bref, fait que tu suis assidûment ces sports-là comme spectateur. Soccer aussi, tu joues puis tu comprends ce qui se passe sur le terrain. Fait qu'avant de parler de toute ton expérience en récréologie et... C'est le titre que je peux donner, récréologue. Récréologue. Et comme athlète toi-même, même que tu es aussi coach, je suis curieuse d'en apprendre davantage sur ta vie de spectateur. Ma vie de spectateur. Parce que je pense que ça occupe quand même une bonne partie de ton temps de suivre les sports. Oh, ça n'a pas de bon sens comment ça occupe la majorité de mon temps. C'est mon loisir, en fait. C'est soit je le joue, soit je le regarde. Puis en le regardant, ça me permet de mieux le jouer aussi après. C'est surtout ça, je pense, en tant qu'athlète. Puis il y a beaucoup de monde qui pratique le sport. Comme moi, je pense qu'ils vont pouvoir relate avec ce que je veux dire. Mais c'est en regardant des athlètes qui ont... Puis ça, c'est Adib Al-Khaidi qui a dit ça en 2017, à tout le monde en parle. C'est qu'en fait, on ne fait pas juste regarder deux équipes s'affronter. On regarde des personnes qui ont consacré leur vie à être les meilleurs dans quelque chose. Puis il a dit ça comme ça, mot pour mot, là, mais c'est parce qu'il y avait Laurent Duvernay-Tardif à côté de lui, puis il lui expliquait ça, il lui disait toi, tu as passé la majorité de ta vie à essayer d'être le meilleur à ta position au football pour que nous, les spectateurs, on te regarde puis qu'on fasse genre wow, OK, mais c'est super inspirant. Là. Fait que c'est un jeu d'études, c'est une analyse. Quand tu es un athlète puis que tu regardes une personne qui a des meilleures habiletés physiques que toi, quand tu regardes quelqu'un qui est clairement supérieur à toi dans ce sport-là, tu te demandes, en fait, la question que tu te poses tout le temps, c'est comment est-ce que je peux reproduire ce mouvement-là avec mes propres habiletés physiques? Parce que clairement, je peux pas être aussi rapide qu'un Cristiano Ronaldo, je peux pas sauter aussi haut qu'un LeBron James, mais les petits détails et les petits mouvements qu'il fait pour se sortir d'une situation, comment est-ce que moi je peux utiliser ça? Puis ben, mon dimanche soir avec mes amis, quand je m'en vais jouer pour le fun, ce mouvement-là, je veux le refaire. Comment est-ce que je peux le reproduire? Puis c'est tout le temps dans cette analyse-là de... c'est le fun à regarder. Oui, tu es super impressionné, mais c'est le fun à regarder parce que j'apprends. Je suis une éponge. Puis même si je suis pas payé pour le faire, puis même si il y a pas des millions de personnes qui me regardent, c'est le petit thrill que tu as en fait. C'est le petit défi que tu peux avoir là, en essayant de le reproduire, ces mouvements. Et de t'améliorer toi-même. Parce qu'il y a des gens qui regardent ça que c'est juste d'entertainment. C'est juste d'entertainment, qui sont pas nécessairement sportifs, puis c'est vraiment juste pour regarder des prouesses puis l'excitation. Mais toi, cette autre couche-là de dire, OK, tu essaies de t'inspirer et de prendre des couches. Puis dans ton cercle d'amis, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très social. Pour toi, là, je pense pas que tu le regardes tout seul chez vous. Non. Ça arrive, quand tu le fais, tu textes avec tes amis en même temps pour vous parler des matchs. Là. Tout le temps. Justement, à chaque fois qu'il y a quelque chose de grandiose qui arrive dans le monde du sport, comme hier, faut le dire parce que j'aime pas les Patriotes, mais ils ont perdu leur premier match de la saison. Puis j'en ai parlé avec mes amis après, puis on en reparlait encore ce matin parce que c'était quelque chose qu'on a peut-être vu venir, mais c'est que ça reste quand même quelque chose d'incroyable. C'est une équipe qui est quasiment imbattable. Puis fait quoi, ça reste super social. Ça nous permet de... Tu sais, j'ai des amis avec qui... des amis que je connais depuis le secondaire, puis ce qui nous a
garder ensemble, c'est le sport. Il y a rien... regarder du sport ou c'est aussi de des gars avec regarder qui du tu sport, de jouer du sport, mais on joue plus ensemble en ce moment. Parce qu'on a tous eu des... Ben, en fait, je joue avec quelques-uns de mes amis, mais c'est pour dire que quand on a un get-together, c'est « Hey, on va-tu regarder le Super Bowl ensemble? » Ou « Hey, on va-tu regarder la game du Canadien ensemble? » Ou « Hey, on va-tu regarder le dimanche soir, il y a tout le temps des games de football, on va-tu les regarder ensemble? » Les finales l'année dernière de basketball, on les a regardées ensemble. Ça nous permet de se réunir, puis ben, entre les pauses, tu demandes à la personne comment ça va, puis tu prends des nouvelles, puis on échange sur ce qui se passe. Puis, fait que ça devient un gros happening, puis c'est vraiment le fun parce que ça nous permet de rester connectés. Ça nous permet de rester super connectés. C'est ça qui nous est arrivé pendant la tournée. En fait, on avait regardé le Super Bowl, puis on s'était fait un cheat day parce qu'on essayait de bien manger. On essayait de bien manger, mais je pense qu'on s'en est bien tiré, là, considérant que souvent on avait des fois pas de micro-ondes, puis des fois pas de frigidaire. Fait qu'on cuisinait à notre façon. Pour vrai, je pense qu'on peut être fiers de nous. Mais aussi, comme équipe, on s'encourageait à bien manger. Puis là, on attendait pour le fameux cheat day où là, on se laissait plus aller. Puis des fois, c'était même aller vraiment trop loin. Mais, tu sais, Super Bowl classique, aile de poulet, pizza. Puis je pense que c'était... T'avoir pour regarder ça, c'est la meilleure expérience parce que tu connais tous les joueurs, tu sais, c'est meilleur qu'un commentateur. Puis en plus, je peux poser des questions puis j'ai du feedback. Genre, fait que j'en ai appris beaucoup. Puis même sur le basket, je pense que c'est un sport... Bien, sûrement qu'il va devenir de plus en plus populaire maintenant que Toronto a gagné, là, mais je pense qu'au Québec, c'est pas le sport dominant, on s'entend? C'est le hockey qui monopolise un peu toutes les discussions. Le hockey, le baseball, le soccer est de plus en plus populaire. Le basketball commence, notamment, comme tu l'as si bien dit, là, grâce aux Raptors qui ont super bien fait l'année dernière. Ça prend de l'ampleur, mais c'est un sport qui est quand même difficilement accessible à cause des habiletés physiques que tu as besoin pour être vraiment dominant. Une personne en bas de 6 pieds 2 au basketball, c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Pour atteindre les prochains niveaux, là, t'as pas le choix, il faut que tu sois 6-2. Puis même à 6-2, t'es un point guard, fait que t'es un meneur de jeu, puis t'es considéré étant petit là, à 6-2. 6-2, t'es petit, fait que ça n'a pas de bon sens. Mais non, ça commence à prendre de l'essence, ça commence à grandir. Puis pour le mieux, je pense. Fait que non, c'est vraiment beau comme sport, puis c'est le fun comme sport à regarder. Très, très populaire aux États-Unis. Puis on regarde encore une fois, mon opinion personnelle, le meilleur joueur de tous les temps avec LeBron James, mais on peut en parler longtemps. T'aimais mentionner aussi, tantôt, c'est qui ton genre préféré de soccer, puis je pense que c'est parce qu'il y a un débat aussi autour de ça. Il y a comme toujours... Messi ou Cristiano, puis moi je suis Cristiano. Fait que... Moi, je sais pas, mais je pense que j'étais Messi, mais je regarde pas le soccer, mais je pense que sa personnalité me convient plus. Je pense que Cristiano te conviendrait encore plus si tu apprenais à le connaître, mais je dirais de te texter. On s'en parlera. Ouais, c'est ça. Mais bon, on a sauté le script. On peut recommencer par le loisir, en fait, parce que il y a le sport professionnel comme spectateur, mais il y a aussi le sport, les activités dans le quotidien d'une personne, tu sais. Justement, pour les mortels de ce monde qui ne sont pas des athlètes professionnels puis que c'est pas l'entièreté de notre vie. Beaucoup de personnes, en dehors du travail, se dédient à des activités variées. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as été intéressé par le monde du loisir? En fait... Comme étude, là, comme étude, c'est... Le loisir, c'est un échappatoire. C'est après une grosse semaine de travail, après une grosse journée de travail, après les obligations personnelles, c'est pour les personnes qui ont des enfants, aller chercher les enfants à la garderie, faire les devoirs, ou à l'école, puis faire les devoirs, faire les lunchs, faire le souper. À l'extérieur de tout ça, c'est qu'est-ce qu'une personne décide de faire de son temps. Puis c'est ça, je pense, qui est venu me chercher avec le loisir, parce que il n'y a jamais personne qui va obliger quelqu'un à pratiquer un loisir si ce loisir-là n'a pas un bien. Il faut qu'il y ait un retour. Tu vas pratiquer un loisir parce que ça te fait un bien personnel, parce que tu as des émotions qui sont créées grâce à ça. Puis c'est cet aspect-là, tu rajoutes des bons moments à une personne après. On le sait, c'est des 40 heures semaine, c'est tout le temps super rapide nos vies. Fait que c'est vraiment ça, c'est de pouvoir ajouter des moments de joie ou des moments
de moments de belles émotions à quelqu'un là, dans sa grosse semaine remplie d'obligations puis de travail. Parce que, puis je pense que c'était une question qu'on s'était dit qu'on allait voir, là, mais c'est quoi le loisir? Pour comprendre c'est quoi le loisir, il faut comprendre la notion de temps libre. Puis pour comprendre la notion de temps libre, il faut comprendre que dans le monde du loisir, en fait, on sépare le temps en 3 sphères. Tu as le temps de travail, comme j'ai expliqué, tu as le temps des obligations, puis après ça, tu as le temps libre. Ton temps libre, il est vraiment pas gros. Temps des obligations, c'est genre les tâches ménagères. Les tâches ménagères, dormir, faire à manger, te nourrir, tout ça, c'est tes obligations. Tu n'as pas le choix de faire. T'as pas le choix de prendre du temps pour faire ça. Puis après ça, tu as ton temps libre. Dans ta tarte, ton temps libre, c'est un petit morceau. Là. Ouais. Fait qu'est-ce que tu fais de ce petit morceau-là? Qu'est-ce que tu décides de faire de ce petit morceau-là? Puis on a donné des exemples tantôt. Oui, tu peux pratiquer un loisir, mais tu peux regarder aussi. Ben, en fait, non, je me suis mal exprimé. Tu peux pratiquer, mais les personnes à Hertz qui décident d'aller voir une game de hockey un mercredi soir, ben pour eux, ça, c'est un loisir. Pour eux, ils ont décidé de prendre ce moment-là de libre dans leur semaine ou dans leur journée. Puis ils ont décidé moi, c'est ça que j'ai envie d'aller faire, puis c'est comme ça que je vais décrocher. Puis c'est ça qui va me permettre, en fait, je vais pouvoir passer un bon moment, puis c'est ça qui va me permettre demain matin de me lever puis de retourner au travail parce que hier, j'ai passé un bon moment, puis c'était le fun, puis OK, c'est bon, j'ai pu décrocher, j'ai pu recharger mes batteries, puis là, on est bon pour repartir. Là. Fait que c'est vraiment ça, le loisir. C'est qu'est-ce que tu décides de faire de ton temps libre. En gros, là, en une phrase, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? T'en as, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux lire, tu peux pratiquer un sport, tu peux regarder un sport, tu peux... C'est pour ça que le loisir, c'est super vaste, en fait, parce que je pense qu'il y a les 2 grandes branches, c'est culturel puis sportif. Ouais. Culturel, sportif, tourisme, là, c'est les 3 grosses branches, ouais. Puis là où c'est diffus, c'est que tu peux avoir du tourisme sportif ou du tourisme culturel. C'est comme tout mélangé, là. Mais comme les grandes familles. Puis après ça peut être, le loisir, ça peut être collectionner des timbres, ça peut être... ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Dans le monde sportif, on dirait, je réalise à quel point, c'est vrai qu'il y a une empreinte émotive où, je pense que les journées qu'une équipe nationale ou locale perd, le moral des gens le lendemain est moins bon. Mais oui. Parce que les gens, on s'exprime à travers ce que les autres vivent. C'est une expérience commune aussi, partagée, où on s'affiche avec les couleurs de l'équipe. Puis moi, je ne suis pas une personne de foule, mais je dois dire que si il y a une équipe de baseball à Montréal, je pense que je vais y aller quand même souvent parce que j'ai envie de cette expérience-là, d'être dans le stade puis de le vivre avec d'autres personnes, pas juste de le regarder à travers un écran, mais de le vivre. J'irai au Canadien plus souvent, mais on s'entend qu'au prix, les billets sont plus rares. On là. pas là-dessus. mais vrai, parce que ça devient une expérience commune. C'est comme comment on dit une catharsis? Tu sais, quand tu vis des émotions vraiment intenses grâce à ce qui se passe devant toi. Puis tu as le monde autour de toi, puis c'est dans ces moments-là que tu donnes un high five puis un câlin à du monde que tu n'as jamais rencontré de ta vie, mais c'est juste parce que l'émotion a pris le dessus sur toi, là, puis c'est vraiment le fun. Puis tu sais, on a dit tantôt que, puis je pense qu'on peut closer avec ça, mais tu sais, tantôt on a dit que le loisir, ça peut être n'importe quoi, puis il y avait la sphère des temps d'obligation, mais il y a beaucoup de monde qui utilise le loisir pour rendre ces obligations-là vraiment le fun. Comme par exemple, tu sais, je pense, un exemple, la cuisine. La cuisine, il faut que tu cuisines pour te nourrir, mais pour beaucoup de monde, cuisiner est un loisir. C'est le fun. Ils mettent de la musique, ils le font en couple, ils le font avec des amis, puis là, ça devient un moment où tu socialises avec quelqu'un, puis là, ton temps d'obligation va être transformé un peu en temps de loisir, puis tu rajoutes du fun un peu à la tâche là, que tu es obligé de faire, parce que sinon... Parce que sinon, je pensais que tu allais dire beaucoup de personnes n'aiment pas cuisiner. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi que certaines tâches. Moi, à une certaine époque, je détestais faire la vaisselle, puis cuisiner, puis je le faisais pareil, puis je voulais bien le faire parce que je me disais, t'as pas le choix. Mais je rêvais du jour où j'allais pouvoir engager quelqu'un qui allait faire ces tâches-là à ma place, là, puis dire que j'aime juste pas ça. C'est pas que je juge que c'est dégradant, mais je m'accomplis pas là-dedans. Mais maintenant, j'essaie de, comme tu dis, de transformer ça. Ça n'est pas nécessairement mon activité préférée. Là, j'ai pas hâte, mettons, la fin de semaine, puis de dire, il faut que je fasse le ménage, mais il faut changer les perspectives parce que sinon, c'est ça, c'est plate quand ta vision d'une activité, c'est juste que tu es obligé de le faire puis que tu vois aucune signification ou il n'y a pas de sens aucun pour toi. bénéfice, c'est là que la cuisine est devenue de plus en plus intéressante quand tu te questionnes sur d'où vient la nourriture ou quand tu commences à interagir avec les gens qui te vendent ta bouffe. Puis moi, un méga coup de cœur que j'ai eu aussi, qui m'a vraiment fait comprendre aussi toute
la portée culturelle, c'est de la nourriture, c'est la petite boutique Épices de Cru au marché dans Talon où ils vendent des épices de partout dans le monde. Puis, tu sais, leur image de marque, c'est très axé sur le voyage puis les différents endroits du monde. Tu sais, quand tu rentres dans leur boutique, il y a des souvenirs, on voit de plein de pays. Puis, on dirait que ça me connecté à d'autres humains, là, de dire, aïe, ça a été fait dans tel pays par d'autres personnes, puis tu essaies, par le voyage, de dire, aïe, je vais pouvoir peut-être goûter à ça un jour, puis on dirait que là, l'histoire devient plus enrichissante que de dire, ah, il faut que je fasse les lunchs pour demain. Il faut que j'aille faire une épicerie ou ton Exactement. épicerie est rendu le fun, puis faire la cuisine, c'est rendu le fun aussi. Oui, je pense qu'avec Marianne, dans le fond, Marianne Parent qu'on a invitée, je pense que c'était la deuxième ou la troisième invitée à notre podcast, c'est toi qui nous l'as présenté en fait. C'est une prof de loisirs qui a une réputation assez exceptionnelle où toi, tu m'avais dit, quand tu as appris un peu sur Honor le projet, tu avais dit qu'il faut absolument vous rencontrer Marianne. Puis là, j'ai perdu ma question. Elle expliquait, ah oui, c'est ça, qu'on s'en va vers une société de loisirs où les gens, tu sais, il y a le temps de travail, puis le temps de loisirs, puis j'ai l'impression que le temps, ça devient de plus en plus flou, en fait, la différence entre le temps de travail et le loisir. J'ai l'impression que les gens veulent maintenant de plus en plus un travail qui fait du sens. Ou un travail qui aime. Qui est plaisant. Ouais, qui est très plaisant. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est Marianne, encore une fois, qui fait... j'adore Marianne. J'adore Marianne de tout mon cœur. Non, c'est vrai, elle a complètement raison. C'est pour ça, en fait, qu'on cherche aussi un travail qu'on aime. On cherche un travail... Tu sais, il y a plus de 9 à 5 dans un bureau. Ouais, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas travailler dans un bureau, c'est dégradant, mais il y a plus de 9 à 5 pour une organisation qu'on n'aime pas ou une mission qui vient pas nous chercher. C'est le monde veut travailler pour quelque chose qui les passionne, pour quelque chose qui va les chercher parce que c'est ça, il y a une connexion là, avec le temps de travail, le temps de loisir. Il faut que ça soit le fun aller au travail, sinon c'est long. Là. Comme j'ai dit tantôt, la plus grosse partie de la tarte, c'est ton temps de travail. La plus petite partie, c'est ton temps de loisir. Si tu peux mixer les deux, ben tant mieux. Puis si pour toi, aller au travail le matin, t'as pas l'impression que c'est un travail, ben c'est ça qu'il faut. Là. C'est ce feeling-là qu'il faut que tu ailles chercher. C'est drôle parce que moi, c'est ça mon plus envie. C'est de dire d'aimer tellement ma job, ce que je fais, que j'ai pas l'impression que c'est un travail. C'est pas une job. Ça doit pas être ça. Oui. Et est-ce que toi, tu te rappelles... Parce qu'il y a des domaines dans la vie que je connaissais... Je savais même pas qu'ils existaient avant de me rendre à l'université. C'est comme le design. J'ai étudié en com et en marketing. Puis j'ai rencontré des amis en design. Puis on dirait que dans ma tête, tu sais, je savais pas, moi, comment les objets sont conçus. Je savais pas que c'était une spécialité qu'il y a des gens qui font juste ça dans la vie. Un peu comme le design, le loisir. Tu sais, on s'entend que dans les tests d'orientation, il y a des activités classiques qui ressortent. Puis qu'il y a même des jobs en ce moment qui existent, qui n'existaient même pas dans le temps qu'on devait faire des tests d'orientation. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, toi, du moment où tu as découvert le monde du loisir puis que tu as découvert que c'était quelque chose que tu pouvais étudier puis que tu pouvais travailler dans ce domaine-là? C'était au secondaire, en fait. On avait un technicien en loisir qui s'appelait Martin, puis qui faisait des activités le midi, puis il faisait des activités après l'école. Puis lui, sa mission, en fait, là, c'était de rendre la vie étudiante vraiment le fun, puis que les jeunes aient le goût d'aller à l'école le matin. Lui, c'était sa mission. C'est pourquoi il était embauché, mais il a comme vraiment... Il l'a pris à cœur. Il l'a vraiment, vraiment pris à cœur, puis il nous demandait c'était quoi les tournois le midi qu'on avait envie de faire, puis il nous demandait c'était quoi les activités qu'on avait envie de faire, puis il faisait des sorties de ski, puis il faisait il organisait des cross-country, puis il organisait des tournois le midi, puis là, il faisait des rois du midi où tu pouvais accumuler des points dépendamment de dans quel tournoi tu performais, puis j'allais à l'école pour ça, littéralement. Ah ouais? Ouais, j'allais à l'école pour ça. Je me levais le matin, puis les matins où j'avais un match de hockey le midi ou j'avais un match de soccer le midi, puis les matins où j'en avais pas, il y avait deux grosses différences. Là. Je pense que mes cours commençaient à 8h10. Quand j'avais pas de match, c'était 8h09 à l'école, puis quand j'avais des matchs, j'étais là à 7h30. Là. Il y avait quelque chose. Là. Puis c'est là que j'ai réalisé que, wow, OK, ben, cette personne-là, avec ses activités, me donne le goût de me lever le matin. C'est une personne qui est juste là de même ou elle étudie dans quelque chose? Tu sais, j'ai vraiment eu ce questionnement-là. Fait que j'ai posé la question en secondaire 5, je pense, puis il m'avait dit qu'il avait fait sa technique justement à Saint-Laurent, technique en loisir, puis que oui, c'était quelque chose que tu pouvais, dans quoi tu pouvais étudier puis que tu pouvais faire plus tard. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, la limite que j'avais, en fait, c'est que tu étudies en loisir, tu devenais technicien en loisir. C'était tout ce que j'avais dans ma tête. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait aucune autre débouchée.
Puis il faut comprendre, en fait, ça c'est plus personnel, mais tu sais, j'avais mon frère qui était devenu avocat, j'avais ma soeur qui était prof à la Polytechnique. Euh, je savais, moi je l'aurais fait n'importe quand, une technique, puis aller travailler dans une école avec des jeunes, ça aurait été quelque chose d'incroyable. Mais pour mes parents qui étaient venus du Liban, puis ils avaient sacrifié plusieurs choses pour eux, moi je me rappelle, mon père quand j'étais petit, il m'avait dit que j'allais devenir médecin. Puis ça, c'est le rêve de tous les parents immigrants de toute manière, là. C'était pas juste son rêve à lui, mais pour moi, c'était sans dire que être un technicien en loisir, dans ma tête, mes parents voulaient quelque chose de plus pour moi. Ils voulaient que je sois avocat ou médecin ou quoi que ce soit. Fait que j'avais l'option en tête un peu, sauf que je m'étais dit, ah, ben, on va essayer d'aller chercher autre chose avant. Ok. Fait que là, j'étais allé en politique pour devenir professeur au cégep. Ah, c'est ça, t'avais un deck. J'avais fait un deck en sciences humaines. Après ça, j'étais allé à l'université en politique, puis j'ai détesté ça à mourir. Ah, je m'en rappelle pas de cet épisode. J'ai détesté ça à Ah, oui. mourir. Il n'y a rien qui se passait. Le matin, je me levais. Puis j'allais, à ce moment-là, j'allais à l'école avec ma blonde qui est maintenant ma fiancée. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais super bien. Puis on allait à l'école ensemble. Puis nos cours étaient littéralement à côté. Là. J'avais ma porte, il y avait la sienne. Puis j'avais même pas le goût d'y aller. Malgré ça, malgré que tout était comme... Ouais, malgré qu'on allait à l'école ensemble, malgré que je savais que si je sortais du cours, j'allais avoir ma blonde avec moi. Puis, tu sais, il n'y a rien qui marchait. Là. Je voulais pas aller à mes cours. C'était pas le fun. Puis, je me rappelle quand j'ai eu ce moment-là de « OK, c'est pas vrai, je vais faire quelque chose que j'aime pas dans la vie ». La première chose qui est revenue dans ma tête, c'est « Ben, le loisir, tu t'en rappelles-tu, Jeff? » Puis là, je suis allé regarder pour la technique. J'ai commencé ma technique en loisir à Saint-Laurent, comme Martin me l'avait dit. Puis c'est durant ma technique que j'ai découvert qu'il y avait un bac, puis que tu pouvais avoir plusieurs débouchés, puis que le monde qui travaillait pour la Ville de Montréal, il y en avait beaucoup qui étaient des récréologues. Le Centre Claude Robillard était géré par des récréologues. Les Jeux du Québec, des organisations sportives, des associations sportives, ça c'était tout du monde qui était à plein niveau. Du amateur jusqu'au professionnel. N'importe quoi, là, c'était du monde en loisir parce que justement, ce temps-là que la société, que la communauté avait besoin, en fait, ce temps-là libre que la communauté, que les personnes avaient, ben, faut les remplir en quelque chose. Il faut que le monde ait des opportunités, il faut qu'il y ait une offre de service, il faut qu'il y ait de quoi. Fait qu'il y avait plusieurs personnes qui, tu sais, c'est pas juste du monde qui font du sport, fait que, tu sais, même, non, c'est ça, t'avais plusieurs choses, en fait, là. Fait que c'est quand j'ai réalisé qu'il y avait énormément de débouchés en loisirs que j'ai fait, OK, ben, je peux pas... Je peux être un technicien en loisir, mais je peux aussi aller chercher un diplôme à l'université, puis je peux peut-être aussi aller faire un doctorat. Il y a plusieurs de mes profs à l'université en ce moment qui sont allés chercher des doctorats. Puis c'est là que la switch s'est faite, puis j'ai fait « Wow, OK, je m'en vais en loisir, puis c'est ça que je veux faire. Là. Je veux rajouter de la vie là, au temps libre, là, puis je veux rajouter de la vie à ta vie aussi. À ma vie. Ça, c'est le numéro un. Je veux rajouter de la vie à ma vie, mais je veux rajouter de la vie aussi aux années du monde, là, puis de la communauté. Puis, parce qu'un technicien en loisir ou un récréologue ou quelqu'un qui utilise en loisir, c'est ça, sa mission numéro un, c'est que tu es au service du citoyen. OK. Tu veux offrir quelque chose qui va amener une émotion positive à quelqu'un. C'est ça ton... C'est quoi tes besoins? Voici mon offre. Est-ce que ça répond à tes attentes? T'es-tu de bonne humeur? C'est ça, là. C'est ça la question qu'on C'est très centré demande. sur l'humain, sur l'expérience de la personne, puis pas juste de dire « Ah, tu gères des centres sportifs, les horaires, les ci, les ça ». C'est vraiment axé sur... Tout ça, c'est au service de l'expérience. C'est au service de l'humain. L'humain est au centre. L'humain est au centre du loisir parce que s'il n'y a pas d'humain, s'il n'y a pas... Tu sais, on peut avoir les meilleures offres de service au monde, si ça répond pas à un besoin, ton offre de service ne sert à rien. Donc, c'est là, c'est l'humain est au centre, puis on parle avec l'humain, on interagit avec l'humain, puis au final, ben, si l'humain est content, puis si l'humain est satisfait de ce que je lui offre, mais j'ai fait ma job, puis on est bon, là, on est parti. L'état du sport au Québec, parce que là, on parle depuis le début des sports classiques, les gros, comme les titans du sport récréatif. Mais ce qui est surprenant quand même, c'est que la place de l'activité physique dans la vie des jeunes n'est pas si importante. En tout cas, de nos avis, le sport n'est plus aussi important, l'activité physique, qui pourrait l'être. Non.
Puis je pense que dans les écoles, ben je sais, on parlait de centre degré avant d'enregistrer, mais comme centre degré, il y a des belles initiatives au Québec puis même au Canada pour essayer de ramener de l'activité physique dans la vie des gens, comme des enfants jusqu'aux personnes âgées. Mais ouais, la pratique sportive, c'est pas si, malgré on parle beaucoup de ces sports classiques-là, c'est pas si glorieux. Puis je pense qu'il y a un drop de participation. Je parle franglais, mais il y a une baisse de la participation ouais. après l'adolescence. Fait que dans ton cas, là, tu vas travailler pour les Jeux du Québec avec une clientèle où je pense que c'est un âge crucial. Oui, c'est 12-17. C'est quoi la réalité des jeunes aujourd'hui par rapport à l'activité physique? La réalité des jeunes, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes-là viennent au monde avec des tablettes dans les mains, là, littéralement. Puis sur ces tablettes-là, ben, t'as des films que tu peux te procurer en quelques touches. T'as des jeux vidéo. Puis souvent, c'est ça qui vient tuer les jeunes dans la rue qui jouent au hockey. Puis, tu sais, nous, dans notre temps, c'était ça. Là. Moi, je me rappelle, ma mère me disait sors de la maison, là, je te veux plus ici, va jouer dans la rue, puis va t'amuser dehors. Puis aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ça, les parents le font plus. Ce que les parents font, c'est ben, va dans ta chambre, joue à tes jeux vidéo, laisse-moi tranquille. C'est plus là la porte de sortie que les parents utilisent. Puis les jeunes sont un peu victimes des nouvelles technologies. Fait que moi, personnellement, je me dis qu'il ne faut pas trop leur en vouloir, dans le sens où ils grandissent avec ça. C'est là que rentre en jeu la responsabilité des parents, surtout, puis des adultes. Des adultes. Faut leur faire réaliser que c'est pas la seule porte de sortie. Là. Quand tu t'ennuies, il n'y a pas seulement ta Xbox puis ta PlayStation ou ta Nintendo, il n'y a pas juste ça. Puis il n'y a pas seulement un film. S'il fait pas beau dehors puis qu'il pleut, puis que tu n'as pas envie d'avoir froid, c'est parfait. Là. Moi, c'est les seuls moments, en fait, où je me permets de jouer à des jeux vidéo. Mais s'il y a un gros soleil et il fait beau, tu n'as pas de raison de rester à l'intérieur. C'est le temps de sortir. Là. Prends ton vélo, mets-toi un casque, puis promène-toi. On a plein de pistes cyclables à Montréal, puis il y a plein de parcs. Puis, tu sais, juste le parc Jarry, il est à côté, puis en plein milieu de la ville. Fait qu'il y a ça aussi là, qui est vraiment crucial. C'est, oui, les jeunes sont très dans la technologie, mais c'est beaucoup de la faute, je pense, des adultes puis des parents qui... faut les pousser vers... faut leur offrir quelque chose de plus intéressant qu'une tablette. Exactement. Parce que même les adultes, je pense que... En tout cas, je ne sais pas comment tu le vis, mais moi, c'est un défi moi-même de poser mes écrans et de dire... faudrait que c'est un défi pour tous. Mais de briser l'inertie. C'est que dans la vie des jeunes, il y a des grosses discussions de comment on amène un changement. Parce que les chiffres au niveau de la participation, le niveau d'activité physique, la population en général va en descendant. Je pense que malgré des années de promotion en santé publique, il y a des forces tellement intenses au niveau de la vie moderne et des écrans que la participation sportive, elle augmente. Ben, l'activité physique, le niveau d'activité augmente pas, en tout cas, je pense. Ouais. Puis... Je sais pas si les chiffres sont les mêmes après cette année, là. Ben, en fait, en 2016-2017, c'était ça les chiffres. Nos jeunes ne bougent pas assez. OK. Puis aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. Je pense que c'est nettement l'amélioration, mais c'est quand même pas assez. On n'a pas atteint les directives, puis on n'a pas atteint les objectifs qu'on veut. Là. OK. Des jeunes doivent bouger au minimum. En fait, c'est ça, c'est que on met des balises, puis on met, mettons, un jeune doit bouger minimum 30 minutes par jour, mettons. Mais ça ne doit pas seulement être ça. C'est pas ce que tu veux. Non. C'est le minimum, c'est pas le but en disant « OK, si je fais ça, check, c'est fini. » Puis même là, moi j'ai une mentalité où il ne faut même pas que tu mettes des limites. Ouais. Bouge autant que tu peux. Ouais. Bouge autant que tu veux. Si tu peux bouger 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie dans ta journée, ben fais-le. C'est pas parce que tu as atteint ta demi-heure que OK, c'est fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non. Si tu as l'impression que... Puis en fait, ce que ça va te permettre, c'est que tes journées où tu as un peu moins le goût, tu es un peu plus fatigué, ben ça va être correct de passer à côté parce que la veille, au lieu d'avoir fait seulement 30 minutes, ben tu vas avoir fait 1 heure et demie. Ouais. Tu as du temps en stock. Là. Ouais. Fait que la journée d'après, où tu es un peu plus fatigué, ben ça, c'est correct. On va le prendre la pause parce que des fois, tu en as besoin. On va le prendre la pause, repose-là ton corps mentalement, tu n'es peut-être pas là, tu as une grosse journée. Même si je pense que le sport, ça peut aider justement à déconnecter, là, mais ça, c'est un autre débat.
fais-en plus que ce qui est demandé, si tu peux. Parce que ce qui est demandé, c'est le minimum. C'est ça, souvent, Ouais. je pense que les organismes nationaux ont la tâche de répondre aux gens. Quand les gens disent qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que ça représente être suffisamment actif, Ouais. fait qu'ils vont essayer de quantifier en donnant des balises qui pourraient s'appliquer à toute la population. Exact. Mais ça ne tient pas compte des besoins individuels, des contextes, etc. Ça dépend de chaque personne. Souvent, c'est ça, c'est des minimums. C'est pas juste c'est ça, ce qu'on peut atteindre pour après se pogner le cul. Puis genre, on a un peu ce réflexe-là de dire que, tu sais, le classique, genre, hey, je suis allée au gym cette semaine, je peux me permettre de manger mal. Mais finalement, tu n'atteins pas les bénéfices avec. C'est comme, c'est pas. Comment dire, c'est pas un cercle vicieux, mais c'est pas vertueux non plus. Ça amène pas, genre, une augmentation de la santé autant si on compense avec des mauvais comportements pour se récompenser. Puis ces balises-là, ça s'applique pas à tout le monde non plus. Chaque personne est différente. Chaque personne, toi, tu as peut-être besoin de plus de temps d'activité physique par semaine que moi. Moi, j'en ai peut-être besoin d'un peu plus que toi. On le sait pas, là. Ça veut pas dire que les balises sont 30 minutes, que c'est 30 minutes pour tout le monde. Exactement. Il y a des jeunes qui ont besoin de bouger vraiment plus que d'autres, puis il y a des jeunes où 30 minutes, ben oui, c'est parfait, puis c'est correct, puis c'est ça qu'il faut, puis si c'est 30 minutes, ça va être 30 minutes. Fait que je pense qu'il faut pas coller des balises à chaque individu. Là. Chaque individu devrait apprendre à se connaître, puis les parents devraient apprendre à connaître leur enfant, puis ben, si ton enfant a besoin de plus que 30 minutes, donne-y plus que 30 minutes. Si ton enfant a besoin de seulement 30 minutes, ben donne-y seulement 30 minutes, c'est correct aussi. L'important, c'est de bouger, puis de bouger à ton rythme. Puis de se connaître, puis c'est ça, de faire des choses qui nous apportent quelque chose. C'est ça. Puis, fait que dans le fond, c'est vraiment ça. Je pense que l'activité physique, tu sais, quand on parlait du temps d'obligation, faire le ménage, faire la cuisine, c'est souvent vu comme des obligations, mais je pense que malheureusement, l'activité physique est aussi vue par la majorité des gens comme une corvée, qui est dans le temps d'obligation et pas nécessairement dans le temps de loisir. Ça, c'est complètement vrai, on va essayer de l'intégrer dans le temps de loisir, mais au fond de nous, on se dit « je le fais pour pas me sentir coupable ». Moi, je sais que c'est ma réalité. Mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est pas la bonne activité que tu fais. Faut que tu le changes. Si c'est... Par exemple, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui essaie régulièrement d'aller m'entraîner quand j'ai pas des semaines où j'ai des matchs de hockey ou de football ou quoi que ce soit, mais j'ai appris à modifier mes entraînements pour que j'aie envie d'aller au gym. Il y a du monde qui peuvent faire des levées de poids sans problème, puis c'est parfait, ils ont le goût d'aller au gym, puis c'est ça qu'il leur faut. C'est que ça revient un peu à ce qu'on disait il y a 2 minutes, ça dépend de chaque personne. Puis il y a du monde qu'il faut que ça soit un circuit, il faut que ça bouge, il faut que ça soit 45 minutes. Je suis in, je suis out, c'est terminé. Puis moi, c'est vraiment ça. J'ai appris à adapter mon entraînement, puis j'ai appris à, justement, pour pas que ça devienne, ce que tu viens de dire, là, pour pas que ça devienne une obligation. C'est pas supposé être dans ton temps d'obligation. Aller t'entraîner, puis aller prendre soin de toi, devrait jamais être dans ton temps d'obligation. Si tu as de la difficulté à aller au gym, parce que pour toi, ça devient une obligation, ben, tu fais pas la bonne chose. Faut soit changer l'activité au gym ou pas aller au gym. L'activité complètement. Va pas au gym. On a tellement une offre de services variée, surtout à Montréal, Laval, dans les environs. Tu n'as pas seulement des gyms, tu as des cours d'aquaforme, tu as des cours de spinning, tu as des cours de hockey, de basket. Puis il y en a pour tous les niveaux, puis il y a n'importe qui peut jouer. Puis tous les centres communautaires, puis les centres de loisirs, ils offrent tout un moment d'activité libre où tu peux justement aller pratiquer ça. C'est supposé être pour tous les niveaux, puis c'est supposé être pour tout le monde. Fait que si pour toi, te lever le matin ou après le travail, aller au gym, ça devient une obligation, puis tu n'as pas envie de le faire, c'est pas la bonne chose à faire. Change complètement. Ça doit pas rentrer le but, c'est pas de se fouetter davantage. Non. Tu sais, la mentalité de no pain, no gain, je pense que ça veut encourager les gens à être courageux puis à surmonter l'adversité, mais je pense que l'effet pervers, c'est que les gens se disent « Ah, si je souffre, c'est correct, ça fait partie de la game, puis je vais l'endurer, puis genre, si je vais faire partie de la game. » Non, je pense que faut comme apprendre quand il y a une certaine souffrance parce qu'on fait quelque chose qui est difficile pour nous, puis qu'on doit transcender ça, puis genre, c'est ça, si tu vis quelque chose de nouveau, puis techniquement, mettons, c'est super difficile, puis tu trouves ça tough parce que t'es poche, whatever, faut passer par-dessus, puis continuer, puis persévérer, parce que ça te rend plus loin, mais exactement. Si t'es juste dans un état de souffrance permanente quand tu fais l'activité, c'est vrai, hein, je me posais souvent la question, comment on distingue si c'est une souffrance ou un inconfort qu'on doit accepter ou qu'on doit juste se dire, justement, je fais d'autres choses complètement. Puis je pense que la différence, c'est, est-ce que c'est un inconfort qui t'amène à t'améliorer parce que c'est quelque chose de nouveau puis que tu dois te progresser, ou
est-ce que c'est juste un inconfort général que peu importe ce que tu fais, t'aimes juste tellement pas ça? Je pense que c'est ça. Là. Ouais. Je pense que j'ai finalement une réponse à ma question de comment savoir si t'es sur la bonne voie ou pas. C'est le plaisir. Si après, mettons, tu réussis à surmonter ce défi-là, puis que tu es vraiment fier, puis que tu es content, puis ça t'amène cet aspect-là de plaisir, ben good, tu es à la bonne place. Si tu passes à travers cette souffrance-là, puis que tu es juste encore plus fatigué, puis que tu as juste mal le lendemain, puis tu n'as pas hâte de le refaire, tu n'es pas à la bonne place là, du tout. Puis c'est correct de ne pas être à la bonne place. Le gym n'est pas fait pour tout le monde, puis le hockey entre amis n'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est de trouver ce qui te passionne et ce qui te donne le goût de bouger. Là. Puis je pense que c'était l'intention de participation avec le palmarès 150 de la tournée. C'est-à-dire, ils ont répertorié les 150 sports les plus pratiqués au Canada. Activité physique. Activité physique. Puis ils voulaient montrer aux gens, il y a plein de choses, puis encourager les gens à en essayer plein en disant, on ne sait pas ce que tu vas peut-être découvrir. Exactement. Qui va te plaire puis que tu vas pouvoir appliquer. Puis ça a amené des gens à renouer avec des activités qu'ils ne faisaient plus ou à découvrir des choses qu'ils ne savaient même pas qui existaient. Comme on avait dans le palmarès un certain lot d'activités autochtones. Oui. On est allé aux Jeux autochtones. Ça, je me rappelle pas. Canada ou... Moi non plus, je me rappelle pas, mais ça fait voir un monde de possibilités. Je pense que c'est ça qui m'avait intéressé de la tournée, c'est de voir toutes les possibilités puis de dire, OK, oui, qu'est-ce qui peut nous plaire? Puis avec, donc, une clientèle jeunesse, de ce que je comprends, toi, tu te dis, c'est la responsabilité des adultes, c'est ta responsabilité comme récréologue de faire montrer aux jeunes, passer de cette vie-là d'obligation de corvée où des fois, il y a des jeunes qui ont juste tellement envie de bouger puis qui n'ont pas les opportunités, mais de dire, OK, moi, je suis là pour leur offrir une belle expérience. Exact. Parce que je pense que, tu sais, on l'a dit tantôt, on le sait, là, que des fois, on utilise trop notre cellulaire ou des fois, on utilise trop des tablettes ou des technologies. La différence avec les jeunes, c'est qu'ils le savent peut-être pas ou il y a personne qui leur a dit. Parce qu'ils n'ont pas connu une vie sans ça. Exactement. Parce que toi, c'est à partir à quel âge que les cellulaires ou l'ordi est rentré chez vous? Nous, on l'a vu rentrer, on devait être comme... Moi, j'avais peut-être les téléphones intelligents et tout, j'étais peut-être en secondaire 2-3. OK. J'avais... Moi, je pense que c'était cégep, mon premier cell. Tu sais, fait que... Ouais, il y a un décalage. Là, moi, mes nièces sont capables de... Mes nièces ont 2 ans et 5 ans. Ils prennent un iPhone, puis ils le unlock, puis ils s'en vont sur YouTube, puis ils mettent Baby Shark sans aucun stress, là, tu sais. Elle a 2 ans, là. T'es pas supposé être capable de faire ça, mais elle est née avec ça. Donc, pour elle, c'est simple, c'est facile. Je veux dire, elle n'a pas connu le avant puis le après. Elle n'a pas dû l'apprendre. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'enfants. C'est ça que j'ai réalisé. À partir de maintenant, on était dans les dernières générations où on a une enfance sans téléphone, sans écran portable. Mais je me demande, on avait une discussion l'autre soir avec la famille à Vince, on se demandait si à chaque époque, les parents et les adultes ont complètement freak out parce qu'il y a eu une nouvelle technologie dans une maison. Je serais curieuse de relire les journaux, de dire quand la radio, la télé est rentrée dans les maisons. Est-ce que, justement, les télés disaient que ça allait nous rendre zombies puis stupides? Puis là, après ça, il y a eu l'Internet. Après ça, il y a eu les consoles de jeux vidéo. Après ça, il y a eu les téléphones intelligents, les tablettes. Est-ce que là, on panique en ce moment, puis on voit... les tablettes comme une menace à la santé physique et mentale de beaucoup de personnes dans la société. Puis les jeunes sont particulièrement vulnérables. Mais je me demande, est-ce qu'on a atteint justement un seuil où là, c'est vraiment trop intense ou est-ce que chaque époque capote puis doit apprendre à revoir sa vie puis son quotidien avec cette nouvelle technologie-là, tu sais. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est vraiment une conversation qu'il faut avoir puis qui est le fun à avoir. Sauf que moi, il y a Marianne Parent qui m'a toujours appris que là, il faut rentrer en mode solution, par exemple. C'est là, c'est qu'est-ce qu'on fait, là. On peut se poser la question, puis c'est le fun de se la poser, puis c'est le fun de l'analyser. Sauf que, personnellement, je pense qu'on n'a pas le temps. Faut agir, là. Faut que... C'est tellement pitoyable, mais Fortnite, qui est un des jeux vidéo les plus populaires des 2-3 dernières années, est tombé en panne pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ça ne fonctionnait pas. Les serveurs étaient complètement déconnectés. Puis c'était le bordel. Mais à un point ridicule. Là. Twitter a commencé ça devenait trending sur Twitter. Puis là, tout le monde parlait de ça. Puis là, les jeunes, ils se sentaient plus bien. Puis il y en a qui sont tombés malades. Puis ça, c'est pas normal. Là. C'est pas supposé arriver. Là.
Fortnite est shutdown pendant 2 jours, ben OK, on va jouer dehors, là. Tu sais, je veux dire, t'es supposé être capable de survivre 2 jours. On parle pas de 2 mois, là. Tu sais, il y a des jeunes qui doivent rentrer en désintox, puis ça devient un gros problème. Là, c'est la mode solution. Là, on est déjà dans le... On est déjà dans ce qu'on parlait, là. C'est déjà rendu quelque chose de catastrophique. C'est déjà on est déjà dans une situation où, oui, la génération d'après est pire que celle d'avant, puis c'est pas de leur faute. Moi, c'est ça qu'il faut vraiment... faut mettre l'accent là-dessus. Faut pas seulement se dire « Ah, la génération d'aujourd'hui sont pires. » Ils sont paresseux, puis Non, c'est tellement pas de leur faute, là. C'est la seule chose qu'ils ont connue. S'ils le savent pas qu'il y a des jeunes qui jouaient dehors avant, puis qu'on criait voiture, puis là, il fallait enlever le net, puis là, la voiture passait, puis tu remets... Si les jeunes ne savent pas ça, je veux dire, comment est-ce qu'on veut qu'ils le fassent ou qu'ils le pratiquent? Il faut leur montrer autre chose. Il faut leur montrer autre chose. Je pense qu'un autre des défis, on va rentrer dans des solutions, mais je pense que c'est quand même intéressant de faire un portrait de c'est quoi le problème. Puis c'est un peu la conclusion avec Renard de dire le problème avec l'activité physique, c'est pas que les gens manquent de motivation. Parce que je pense que c'est un discours assez fréquent de dire les gens sont juste pas motivés, il faut les motiver. Mais on s'est rendu compte, en fait, que notre style de vie faisait en sorte que c'était juste vraiment plus tentant d'être assis à la maison, à être sur un écran ou à regarder la télévision que d'être dehors en train de bouger. C'est juste, on dirait, puis c'est pas la faute d'une personne ou d'une compagnie, mais c'est de dire tout le style de vie est devenu juste de plus en plus confortable. L'humain aime inventer des outils technologiques pour simplifier sa vie, puis on est comme rendu à un point extrême où on a de moins en moins d'efforts à faire dans le quotidien. Donc, on va être de plus en plus sédentaire, là. Exactement, fait qu'on est de plus en plus sédentaire, mais je pense qu'il y a tellement de force autour de nous, puis de trucs, tu sais, comment nos maisons sont conçues, amènent à être plus assis puis confortables, même chose au bureau, dans les lieux publics, tu sais, dans le fond, on se lève le matin, on s'assoit dans une auto ou on s'assoit dans un autobus, on marche un peu, on s'assoit au bureau, tu sais, fait c'est plus grand qu'il y a des forces ou comment nos maisons sont construites, notre environnement est construit, que ça n'a pas juste rapport à la volonté humaine, tu sais, pour transcender ça. Il faut comme repenser beaucoup de facteurs. Puis une chose qu'on s'est rendu compte dans notre analyse aussi, c'est que là, on dit aux gens, mettons, OK, il faut bouger, c'est important de bouger. Puis là, on veut amener les gens à avoir plus de loisirs actifs, mais souvent, j'ai l'impression que le sport va tomber dans la compétition, la performance. Puis je pense qu'au niveau des jeunes, ça, c'est aussi un enjeu intéressant, c'est que les jeunes ont besoin d'un échappatoire, ont besoin de se laisser aller, mais là, la vie de loisir, des fois, est tellement structurée, puis c'est tellement la compétition, que ça devient aussi un lieu assez contrôlé où on a moins de liberté. Puis là, je pense qu'elle a atteint un seuil où là, les acteurs en loisirs sont en train de chercher des solutions pour ça puis de parler de littératie physique. Fait qu'on peut peut-être... Ouais, on s'en va là-dedans, là. Ouais. Puis il y a vraiment un discours qui est très, très majeur, là. C'est de 0 à 12 ans, c'est un jeu. Rien de plus. Ça devrait jamais être une compétition. Jamais, jamais. C'est un jeu. Puis c'est difficile pour certains sports comme la gymnastique ou le patinage artistique où faut qu'il y ait une spécialisation qui se fait vraiment, vraiment tôt. Tu sais, à 11 ans, si t'es pas dominant en gymnastique ou en patinage artistique, tu vas jamais atteindre les niveaux les plus hauts parce que la vie, en fait, la carrière d'une athlète est tellement courte, ou d'un athlète, là, est tellement courte que t'as pas le choix de commencer tôt comme ça. Fait que ça, c'est vraiment dans ces sports-là où le défi va être vraiment dur de rentrer cet aspect-là de jeu. Mais dans les sports comme le soccer ou le hockey ou le basketball, ça a même été démontré que c'est mieux d'éviter la spécialisation avant l'âge de 12 ans. Parce que justement, quand tu arrives à 12 ans et que tu as pratiqué le soccer ou que tu as pratiqué le basket, puis que tu décides, mettons, de jouer au hockey de manière compétitive, ben, le soccer t'a permis de développer ton agilité. Fait que tu es arrivé sur tes patins puis ça va être facile, tu sais. Le basket t'a permis de développer ton explosion. Fait que tu vas arriver sur la glace, puis partir en vitesse, ça va être facile aussi. C'est tout ce discours-là qui change. Il y a plein de compétences qui sont transférables. Je pense qu'on est arrivé à un niveau d'obsession où les gens se disaient « OK, si je veux que mon enfant joue au hockey dans la Ligue nationale, il faut qu'il commence à 2 ans. » 2-3 ans, il faut qu'il y ait des patins dans les pieds. Puis je pense qu'il y a des blagues aussi, des memes sur Internet, des parents, des hockey moms ou des parents dans les estrades qui engueulent les autres équipes ou les arbitres de manière absolument démesurée pour le niveau que l'enfant est parce qu'il voit un enfant de 5 ans puis il s'imagine les enjeux que c'est la Ligue nationale ou pas dès le plus jeune âge, puis ça crée une pression où
j'avais lu des articles qui expliquaient que des fois, il y a des burn-out d'athlètes à 15-16 ans. C'est ça qu'on veut éviter avec la littératie physique. C'est qu'on veut éviter justement que la surspécialisation, parce que ce que ça fait, c'est qu'arrivé à 16-17 ans, cet athlète-là qui a juste fait du hockey pendant 15 ans ou pendant 14 ans, il soit plus capable. Il en a tellement mangé qu'il est rendu à en vomir, puis il n'a plus le goût de jouer au hockey. hockey. Il quitte le monde du sport, puis là, s'il n'y a plus d'autre chose, des fois, ça fait des gens sédentaires. Comme ça fait... Mais ça fait des gens sédentaires parce que la seule chose qu'il a connue, c'est le hockey. Fait que là, il peut pas, à 18-19 ans, partir en équipe de flag football avec ses amis. Parce qu'il n'est pas capable de bien courir, il n'est pas capable de bien changer, pas capable d'attraper un ballon, pas capable de lancer un ballon. Il n'a jamais joué avec un ballon de sa vie. Comment est-ce qu'on peut espérer qu'une personne ait du plaisir dans un sport si elle n'a même pas les habiletés de base pour pouvoir au minimum échanger dans ce sport-là. Même pas compétitionner, échanger dans ce sport-là. C'est vraiment ça. Là. Fait que ça devient de tuer cet athlète-là qui est trop spécialisé, puis arrive à 17-18 ans, puis c'est soit la porte de « je suis rendu athlète professionnel », soit c'est la porte de « ben, je suis rendu sédentaire, puis je fais plus rien parce que j'ai plus le goût de jouer au hockey, là. Je suis tanné de jouer au hockey, ou je suis tanné de faire de la natation, ou moi, l'odeur du chlore, ben, ça me fait capoter. Okay, mais tu fais quoi, là? Là, faut faire autre chose. Tu sais, quand t'as un seuil où, genre, l'idée de revoir ton environnement, ça te rend déjà stressé ou anxieuse parce que... Non, il y a un problème, puis c'est vraiment ça, la littératie physique. La littératie physique, en une phrase, c'est comment est-ce qu'on fait pour permettre à une personne d'être active toute sa vie. C'est quoi qu'on fait? Là, on développe les habiletés de base. Puis les habiletés de base, c'est lancer, attraper, sauter, courir. Puis ça, c'est dans toutes les sphères. Là. Fait, dans toutes les sphères, dans tous les environnements. Fait, sur la terre, dans l'eau, dans la neige, dans les airs. C'est comment bien contrôler ton corps, proprioception. C'est toutes ces habiletés-là. Parce que si tu as envie de te spécialiser à 12 ans dans un sport, ben good, fais-le. Mais si tu veux te sortir de cette spécialisation-là à 17-18 ans parce que tu n'as plus d'issue à une ligue professionnelle ou quoi que ce soit, ben OK, on retourne à la base qui est de dribbler un ballon. Oui, je l'ai fait quand j'étais petit. Je l'ai fait pendant 12 ans quand j'étais petit. Fait que on joue au basket pour le fun avec des amis ou on joue dehors. C'est dans la variété d'offres de services. C'est plus tu as de portes, moins tu risques d'être sédentaire parce que, j'ai plus envie de jouer au basket. Mais demain, au lieu de jouer au basket, je vais aller faire du soccer. C'est pas, j'ai joué au basket le lundi, j'ai pas envie de jouer au basket mardi, puis j'ai pas envie de jouer au basket mercredi, puis là, j'ai pas envie de jouer au basket jeudi. Fait que là, finalement, tu rejoues seulement vendredi, tu as fait deux fois de l'activité dans ta semaine. Non, fais du basket le lundi, fais du soccer le mardi, va nager le mercredi. Puis c'est le fun parce que tu vas jamais être fatigué de le faire ou tu vas jamais être tanné de le faire. C'est tout le temps quelque chose de nouveau. Tu as tellement d'opportunités que c'est tout le temps le fun. Puis il y a tout le temps cet aspect-là de « wow, ben c'est quelque chose de nouveau, j'ai envie de le pratiquer, j'ai envie de me Puis il y a quelque chose de magique quand on apprend quelque chose dans un sport puis on peut l'appliquer à un autre. Moi, ça m'arrivait, mettons... je jouais principalement à la balle molle, niveau compétitif. Fait qu'on s'entraînait à peu près 11 mois par année. On allait en Floride l'hiver. Mais j'avais commencé aussi à la fin de secondaire à jouer au volleyball. Puis là, tu comprends que ta position d'attente de base, souvent sur le terrain, quand tu attends une balle, c'est la même position d'attente que quand tu attends un ballon de volleyball. Fait comme comment positionner ton corps, les transferts de poids. Puis il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. C'est vraiment le fun. Puis ça a enrichi vraiment l'expérience. Puis, je suis en train de perdre mon idée, mais c'est sur les activités. Oui, c'est ça. Dans le fond, les gens ont l'impression qu'il faut qu'ils choisissent entre, tu sais, quand c'est des enfants, le jeu ou la performance. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant 12 ans, le jeu, c'est la clé pour si tu veux continuer de manière récréative ou la clé si tu veux devenir un athlète. Tu sais, c'est comme les fondations. C'est ça. C'est que le discours change complètement. Exactement. Les fondations que si tu apprends en jouant, puis si tu pratiques plusieurs sports, puis des sports que tu aimes, tu as encore le temps de développer puis de choisir par après. Tu n'as pas besoin de choisir à 3 ans ce que tu vas faire pour le reste de tes jours. Exactement. Puis parce que... Mais c'est ça, juste pour mettre... continuer là-dessus, c'est... Avant l'âge de 12 ans, tu ne seras jamais un joueur de hockey, ou tu ne seras jamais un joueur de soccer, ou tu ne seras jamais un joueur de football. Tu vas être un athlète. Puis c'est quand tu réussis à te développer en tant qu'athlète
qu'après ça, c'est facile de te spécialiser dans quelque chose. Mhm. Parce que comme tu as dit, tu sais, tous les sports se croisent un peu. Là. Tu as tout le temps besoin d'être un peu explosif dans tous les sports. Tu as tout le temps besoin d'être rapide dans tous les sports. Tu as besoin de sauter haut, tu as besoin d'être agile ou d'avoir un bon équilibre. Fait que avec le jeu, développe-toi en tant qu'athlète, sois un bon athlète. Au lieu de te mettre l'étiquette de « je suis un joueur de hockey ». Au lieu de te mettre l'étiquette associée juste au sport, c'est de dire, de manière générale, je suis un athlète. Puis on le voit dans le sport professionnel. C'est qu'avant, en fait, tous les meilleurs au monde étaient des naturels. Tu sais, un Maradona, c'était un naturel. Lui, c'est quel sport, ça? Ouais, c'était le soccer, c'était un Argentin. C'est considéré comme étant un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais lui, c'était un naturel. C'était un Messi. C'est Messi, là. C'est un Argentin, ils ont la même posture, la même grandeur. Lui, il faisait ce qu'il voulait avec un ballon. Il kickait un ballon sur une surface ronde, il kickait un ballon sur un arbre qui est une autre surface ronde, puis il savait le ballon s'en allait où après. Ce qui est quelque chose qui, c'est physiquement, genre, c'est inconcevable. Ça n'a pas de bon sens. Mais lui, c'est un naturel. Messi, c'est un naturel. Mais là, c'est parce qu'on voit des athlètes, on voit en fait des athlètes complètement dominants dans un sport comme Cristiano Ronaldo ou comme LeBron James, qui avant d'être des joueurs de soccer ou avant d'être un joueur de basket, ce sont des athlètes. Ils ont des habiletés ridicules, puis ils sautent super haut, puis ils sont super rapides. Puis c'est après qu'ils ont commencé à développer un bon jeu de jambes pour Cristiano. Puis il a appris à dribbler un ballon, LeBron James, puis il a appris à comprendre le jeu. Fait que là, on le voit de plus en plus. C'est qu'avant, les athlètes qui étaient complètement dominants, c'était naturel. Maintenant, les athlètes qui sont vraiment dominants, même exemple pour Nadal. Nadal, c'est un athlète avant d'être un joueur de tennis. C'est qu'on voit que tu peux être dominant sans être un naturel. Tu peux être dominant parce que tu as développé tes habiletés, puis parce que tu as appris à faire attention à toutes tes motricités de base, puis à toutes tes habiletés de base, puis là, ça te permet d'être absurde. Là. Tu sais, c'est Cristiano qui se compare à Messi, qui Messi est considéré comme étant un naturel complètement. Ben, il est là. Il est dans la discussion depuis les 10 dernières années, puis Cristiano Ronaldo n'est pas considéré comme étant un naturel. Okay. Parce que c'est plus le genre de... Sa discipline de travail est différente, là? Il est plus... Mais c'est un travaillant. Cristiano, c'est un travaillant. Il y a beaucoup de monde qui vont dire que Messi est beaucoup plus talentueux que Cristiano, puis Cristiano est beaucoup plus travaillant que Messi. Okay. C'est des grosses lignes. Moi, je pense pas que c'est vrai. Là. Je pense que les deux ont beaucoup de talent, puis les deux travaillent vraiment fort. Tu peux pas être aussi dominant en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a un débalancement. C'est vrai que Messi est vraiment... Il fait des choses avec le ballon que tu peux pas t'imaginer. Le ballon reste collé à son pied. Tandis que Cristiano, il a appris à être dominant d'une autre manière. Okay. Il a appris à être dominant en sautant plus haut que tout le monde, en étant plus rapide que tout le monde, en étant plus explosif que tout le monde, en comprenant le jeu mieux que tout le monde. Tu sais, c'est ça, là. C'est qu'on le voit là, que c'est possible. On le voit que tu peux être dominant en étant le talent est plus suffisant, puis investir dans ses capacités physiques. Exactement. Des capacités variées, tu peux aussi te démarquer sur le jeu. Ouais. Exactement. Puis je pense que c'est le message que ça envoie. C'est ce message-là que ça envoie. C'est que soyez des athlètes. Vous allez pouvoir être les meilleurs joueurs au monde en étant des athlètes. Parce que je pense que la littératie physique, c'est pas encore dans le vocabulaire grand public, mais je pense que dans le monde du loisir, ça s'en vient. Puis je pense que ça va être une Dans le monde du loisir, vague, c'est là. La vague est déjà en train de prendre le loisir par... mais c'est ça, c'est que c'est déjà ancré dans le monde du loisir, puis ça s'en vient dans le grand public. Okay. On est rendu à l'autre étape. Là. Avant, c'était que on l'entendait un peu dans le monde du loisir. Mais là, c'est ancré. Les programmes qui sont en train de se faire développer, c'est autour de la littératie physique. Les coachs, les entraîneurs, c'est avec un mindset de littératie physique. Là, c'est vraiment là, on entraîne nos jeunes avec la notion de littératie physique. Après Marianne Parent, elle nous aurait référé à Yann Lekeo, qui est à Blainville, l'association de soccer de Blainville. Je pense que c'est une grosse association de soccer. Elle dit qu'il y avait autour de 500 familles. Puis que lui, l'exemple qu'on avait absolument adoré, c'est qu'il disait les jeunes, là, je pense que ses animateurs, là, ses coachs étaient habillés en dinosaures. Puis c'était des stations de jeux. Puis il y a des parents, je pense qu'au début, qui n'étaient pas familiers avec ça, puis qui se demandaient il était où le soccer, mais que l'important, c'est de faire travailler des habiletés sans
dire à l'enfant, aujourd'hui, tu travailles ton pivot. Tu sais, Ouais. tu lui fais faire à travers des jeux, puis il n'y a pas besoin de le nommer, il va le développer. Tu Puis... pourrais même lui dire, il va l'oublier. Ouais. Tu vas lui dire, travaille ton pivot, il va dire, OK, Qu'est-ce que je fais? veux juste Ouais, savoir c'est qu'est-ce que juste- je fais, ok. là, je m'en fous que je travaille mon pivot. Ouais. Mais puis ça, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, de savoir que, OK, là, on est rendu à l'étape où, là, il y a des gens qui l'appliquent, puis je pense qu'à un moment donné, ça va devenir une norme, tu sais, Mhm. ça va être inévitable que dans une programmation, on essaie d'avoir une offre diversifiée pour... Il faut, Ouais. puis je pense que c'est nécessaire. Puis là, le seul défi, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est dans les sports, comme le patinage artistique, comme la gymnastique, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est surtout là. OK. La discussion est autour de ça. C'est plus difficile dans ces disciplines-là. Parce qu'il y a des sports qui se jouent plus longtemps, là. J'ai l'impression, mettons, baseball, que les athlètes ont une durée Une de vie vraiment plus incroyable. longue. Ouais. Basket, c'est pas si mal aussi. quand même. Basket, ouais, c'est pas mal. C'est environ 10-15 ans. Tu as des athlètes comme LeBron qui rentre dans sa 17e année, mais ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ok, Ouais, ok. ça tourne autour de 10-15 ans environ. Football, à cause des impacts physiques, la C'est durée, beaucoup plus c'est court. plus court. C'est vraiment plus court. Mais c'est vrai que le baseball, c'est intéressant comme sport parce que l'impact physique est très faible. Là. Mhm. Puis tu peux jouer longtemps. Là, Tu comme peux jouer super longtemps. dans ma ligue, dans mon équipe, il y a monsieur, il a 70 ans, là, puis il est encore capable. Pierre Morin, qui est, Oui. qui est le directeur général au réseau Accès Participation, il joue à balle molle, puis il est super bon, puis il lance super bien. Puis, ouais, c'est un sport qui est vraiment accessible. Mais c'est ça qui est le fun, en fait, dans le monde du sport, c'est que ça sera toujours accessible pour tout le monde. C'est ça le but, en fait. C'est ça qu'il faut amener comme mentalité. C'est que si tu n'es plus capable de performer aussi bien qu'avant dans ta ligue de hockey parce que tu as beaucoup trop de blessures, il va y avoir autre chose. Il faut juste qu'on soit... faut juste que tu veuilles le trouver. Là. C'est surtout ça. Il faut que le monde soit curieux. Puis il faut, dans l'offre de service, pour les récréologues, puis dans les villes, ben, qu'on s'assure que ces besoins-là, puis ces attentes-là des personnes qui veulent toujours participer, ben, qu'il y ait quelque chose encore. Là. Ouais. Ouais. Pour garder si la personne est curieuse, il faut alimenter cette envie-là pour ne pas se tourner vers des trucs qui sont plus sédentaires ou qui ne sont pas enrichissants. Parce qu'il y a des activités sédentaires qui sont pleinement satisfaisantes, là, comme la lecture, etc. Mais si on finit notre temps de loisir et qu'on ne se sent pas rassasié ou reposé ou plus, c'est que le temps n'a pas été investi dans quelque chose qui nous fait vraiment, qui nous alimente vraiment. Puis ce qui est beau, c'est qu'il y a toujours des nouvelles tendances. Puis des nouveaux sports qui voient le jour. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est le pickleball, qui est tellement populaire en ce moment parce que justement, les générations qui jouent au tennis avant, ben, le tennis, le terrain est beaucoup trop gros, ça devient beaucoup trop physique. Le pickleball, c'est un mix de tennis puis de ping-pong. Puis de ping-pong, badminton. Ouais, c'est dans un terrain de badminton avec un filet baissé, puis des raquettes en bois. Puis c'est ça, c'est que c'est du tennis beaucoup plus accessible. Puis la majorité de la clientèle, puis je dis majorité de la clientèle parce que c'est pas la seule, parce que c'est un sport super le fun à pratiquer pour un jeune. C'est beaucoup les baby boomers, puis des personnes qui sont un peu plus âgées parce que justement, ils n'ont plus accès au tennis. Là. Ils ne peuvent plus pratiquer le tennis, c'est rendu trop demandant physiquement. On s'en va vers le pickleball. Puis c'est un défi pour plusieurs municipalités parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pas les infrastructures pour ça. Fait que c'est quelque chose qu'on va devoir regarder. Là. C'est une nouvelle tendance qui prend. Mais c'est ça, c'est pour dire que. En fait, je disais ça pour dire qu'il y a tout le temps une autre option. Là. Il y a tout le temps une adaptation que tu peux aller chercher. Au-delà des sports classiques. Au-delà des sports classiques. Il y a des sports émergents qui vont toujours apparaître. Toujours apparaître. Puis je pense que ça va même s'accélérer avec. Comme comment ça s'appelle le jeu avec la trampoline? Parce que j'ai le nom en anglais. C'est en anglais. Ben, moi aussi, je l'ai juste en anglais. Il y a le Spikeball, mais je pense que c'est le nom de la compagnie qui fait les trampolines. Mais je pense que c'est Spikeball. OK. Je connais pas d'autres. En tout cas, mais ça, c'est super le fun aussi. Oui, puis on le voit de plus en plus. Puis c'est un peu comme le frisbee, tu sais, l'Ultimate, qui maintenant s'est rendu télévisé. Mais ça a commencé comme un sport récréatif. Ça a commencé comme un sport récréatif. Le pickleball, ça a commencé comme un sport récréatif aussi. Non, c'est ça, c'est des sports qui sont en émergence, là. C'est vraiment le fun. Fait considérant tout ton background, cette vision-là que tu as de ton milieu, la réalité des jeunes d'aujourd'hui, là, ton stage commence dans 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. J'ai l'impression que tu as déjà des idées un peu de ce que tu aimerais
appliquer dans... Fait que t'es en charge du volet sportif, as-tu Ouais. déjà des idées de choses que tu sais que tu veux vraiment mettre en place pour... Ce qui est le fun, en fait, dans les Jeux du Québec, c'est que moi, je rentre là, puis il y a déjà une structure qui est en place. Euh, Fait que, tu sais, je me fais guider, puis j'apprends, puis on développe les Jeux du Québec. Euh, D'un côté plus personnel, c'est, tu sais, je ne vais pas venir réinventer les jeux, là. Je pourrais pas faire ça, puis je suis vraiment dans un processus d'apprentissage, mais dans un niveau vraiment personnel, moi, le mindset puis, que je me donne, c'est, mon but, c'est de créer des souvenirs, puis des souvenirs aux enfants, parce que s'il y a un moment dans les jeux qui va assurer que ce jeune-là ou qu'une équipe de jeunes s'accroche au sport pour le restant de leur vie, ben, je vais avoir réussi mon stage, je vais avoir réussi ma mission. Tu sais. Les jeunes, il y en a beaucoup qui viennent pour compétitionner. Ça reste un événement de C'est une grande... compétition. C'est une compétition. C'est une compétition. Faut le dire, c'est une compétition, mais tu sais, c'est du... Si je pense que c'est 8 ou 9 jours, c'est 8 jours. Les jeunes sont pas en compétition pendant 8 jours. C'est pas juste ça. Là. Ils sont pas en train de jouer pendant 8 jours sans arrêt. C'est le avant, quand tu te rends au site de compétition. C'est le après, c'est dans le dortoir, après ça avec tes amis. C'est dans les déplacements. C'est là que la majorité de tes jeux se passent. Fait que c'est là que l'opportunité des souvenirs peuvent... Tu sais, c'est là que tu as le plus d'opportunités de développer des souvenirs et des moments wow, c'est vraiment le fun. Je vis un moment vraiment cool avec mes amis. Fait que c'est ça. Les jeunes viennent pas juste pour gagner. Les jeunes viennent pour passer un moment amusant puis le fun avec leurs amis puis leurs coéquipiers. J'ai l'impression que les Jeux du Québec le cadrent ça comme ça. Parce que quand j'étais athlète, on dirait que c'est exactement ça que j'ai vécu. On est allé aux Jeux du Québec avec l'équipe de Laval pour la balle molle. Puis j'ai l'impression qu'il y avait investi justement pour que l'expérience en dehors se passe bien. Fait que j'ai l'impression que c'est dans leur mindset de dire c'est une compétition, mais le but, c'est pas juste la victoire. Non. Puis l'excellence, c'est aussi l'expérience que tu vis. Ouais. Parce que je me rappelle, on dormait dans une école. Salle de classe, c'est encore ça. Puis là, il y avait, comment qu'on l'appelait? Il y avait comme un animateur qui était attribué à notre groupe, qui était là pour nous guider. Puis il nous avait improvisé une danse qui était devenue notre danse d'équipe pour créer un sentiment d'appartenance. Puis les souvenirs les plus flagrants que j'ai des Jeux du Québec, c'est, oui, le temps sur le terrain, mais c'est les péripéties du genre, notre animateur devait faire notre lavage, puis il a oublié somehow. Fait qu'on avait tout mis notre linge dans un gros sac poubelle, tout combiné avec nos bas sales, puis tout. Puis le lendemain, notre lavage n'est pas propre, puis là, faut remettre ton linge genre sale. Mais ça, les gens s'en rappellent, là, on était dans l'autobus, puis les autres équipes rentraient avec nous, puis genre, ils se sentaient mal, genre, mais... Quand tu le vis, c'est vraiment pas cool. Mais maintenant, quand tu y repenses, c'est exactement le genre d'affaire que tu te rappelles. Ou que les gars de golf à côté, ils niaisaient. Puis genre, tu sais, on est ados, là. Qui avaient mis des jujubes à moitié mâchés sur nos sacs de sport. Puis là, que ça avait fait une chicane goffée. Tu sais, c'est comme ces petites choses-là que je me rappelle. C'est ça, c'est tes souvenirs prédominants. Comment tu files quand tu dors en sac de couchage dans la salle de classe puis que t'attends ton match le lendemain. Tu te rappelles pas c'est quoi le score de ton deuxième match que tu as joué, là. Mais tu te rappelles de ça. Exactement. C'est ça, c'est un souvenir exactement. vraiment le fun. Mais ouais, c'est au centre des jeux. Le but, c'est de faire vivre une expérience à ces jeunes athlètes-là qui sont passionnés par leur sport, mais de leur faire vivre une expérience vraiment le fun qu'ils vont jamais oublier. Puis qui vont peut-être les encourager à revenir dans 10-15 ans, puis de se réimpliquer après ça comme bénévole ou comme missionnaire. C'est ça, c'est un missionnaire, votre animateur. Ah oui. C'est un missionnaire, puis il y a des missionnaires qui ont participé au jeu avant, puis il y en a qui n'ont pas participé, mais il y en a beaucoup qui ont participé, puis qui reviennent au jeu pas parce qu'ils ont gagné une médaille, là, mais parce qu'ils ont eu des souvenirs vraiment le fun, puis ils veulent redonner en fait aux nouveaux athlètes là, qui viennent. C'est beau de dire, vous, comme équipe organisatrice, votre succès, c'est pas de dire « Ah, les jeunes vont avoir gagné une médaille puis ils vont être contents d'avoir gagné », c'est de dire « Est-ce que ce jeune-là a passé tellement une belle expérience qu'il va rester dans son sport ou rester plus largement dans le milieu sportif ou dans le monde du loisir en voulant redonner
Ben, aux générations suivantes. C'est de développer davantage cette passion-là qu'il y a déjà clairement pour le sport, parce qu'il ne viendrait pas au jeu sinon, mais c'est de garder cette flamme-là ou de la faire grandir, là, parce que le but, c'est de faire de ces jeunes-là des personnes qui seront pas sédentaires plus tard, là, puis que si jamais ils ont des enfants, ben, ils vont transmettre ces valeurs-là de bouger, c'est important, puis tu pourrais peut-être aller au jeu, parce que moi, quand j'étais jeune, j'allais au jeu, puis c'était vraiment le fun, puis non, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'ai compris comment c'était. L'excitation est venue quand mes coachs, c'était 3 joueuses, anciennes joueuses qui avaient joué pour Laval, qui étaient allées aux Jeux du Québec. Puis ils avaient invité de leur ancienne coéquipière. Puis avant, je pense, un match ou pendant une pratique, ils nous avaient assis toutes les jeunes ensemble, puis ils nous avaient expliqué ce qu'ils avaient vécu. Puis là, tu avais comme visualisé puis anticipé ça. Parce qu'avant, je ne savais pas c'était quoi les Jeux du Québec. Là. Puis là, on dirait, c'est comme une graine qui est plantée en toi. Puis là, tu es comme, oh wow, je veux vivre ça aussi. T'sais. Fait que tu arrives là-bas puis tu es déjà prêt. Ça devient un objectif. Tu vas tout faire pour l'atteindre, cet objectif-là. C'est vraiment intéressant parce que je suis toujours un peu, pas tourmentée, mais tu sais, de trouver la balance entre le jeu et la compétition. Puis de dire, c'est vrai parce que j'ai vécu des super belles années dans le sport compétitif. Puis moi, j'ai aimé ça parce que le niveau technique était supérieur. Puis j'aimais apprendre techniquement. Je pense que c'est ce genre de joueur-là aussi. J'aime découvrir des nouvelles disciplines parce que j'aime qu'un coach m'explique la mécanique du sport puis de comprendre comment tu peux l'appliquer après. Puis c'est une fois que tu es bon techniquement que tu peux aussi faire n'importe quoi sur le terrain. C'est un peu comme un artiste qu'il faut que tu apprennes à dessiner pour après être capable de dessiner ce que tu peux, tu sais. Mais c'est vrai qu'avec les années, quand tu vois que dans certains cas, la pression de performance peut tuer le plaisir, on dirait que même moi, rendue adulte maintenant, j'ai pas retrouvé encore cette place-là de dire est-ce que j'ai envie d'aller à quelque chose de compétitif ou je me mets trop de pression parce que je me mets déjà de pression au travail. Puis c'est beau de voir que les Jeux du Québec, c'est une compétition. Tu sais, c'est une compétition provinciale. Mais c'est de dire si on voit la compétition plus que comme juste l'aspect performance, mais que tu le vois comme juste un contexte pour que les gens se rencontrent et s'amusent ensemble, c'est là que tu arrives avec un événement qui est vraiment plus, comment dire, complet puis enrichissant, tu sais. Parce que c'est ça le but, c'est d'être le plus enrichissant possible. C'est la mission numéro 1, je pense. Puis, on est dans une optique de compétition. Les jeunes ont déjà passé à travers le sport comme jeu ou le loisir comme jeu. Sauf que ça ne veut pas dire que le sport est rendu une compétition, que ça reste pas un jeu ou que ça reste pas quelque chose qui est plaisant. Finalement, ce qui est négatif, c'est quand c'est juste la performance. C'est juste la performance. C'est pas quand il y a une pression de performance, c'est quand ça devient juste ça. Ça devrait jamais être juste que tout le reste est écarté, que l'esprit d'équipe ou que c'est ça, les autres volets qui sont intéressants du sport sont écartés. C'est là que ça devient peut-être nocif puis que ça étouffe l'envie de progresser. Mais si quelqu'un est capable d'offrir un contexte où la compétition amène du travail puis la préparation, là, ça devient intéressant. Oui, parce qu'il y a plusieurs valeurs, en fait, qui découlent du sport. Tu sais, un jeune qui va avoir pratiqué un sport toute sa vie, il va pas seulement être quelqu'un de compétitif, il va être quelqu'un qui va être assidu, il va être quelqu'un qui va jamais savoir c'est quoi abandonner. Tu sais, tu l'as vécu là, quand tu étais plus jeune. Toutes tes valeurs que tu vas appliquer au travail ou que tu vas appliquer dans la vie de tous les jours, ben il y en a beaucoup qui découlent du sport, puis c'est ça le but, là. C'est pas seulement d'être quelqu'un de compétitif avec une tête de cochon qui aime pas ça perdre, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est que tu le sais que si tu mets le travail, puis si tu mets l'effort, ben tu peux accomplir ce que tu veux dans la vie, puis si tu as appris ça à travers le sport, ben tu le rappliques après ça dans tes études ou des dans fois, ton travail. Des fois, sans te rendre compte, là. C'est quelque chose qui se fait genre complètement naturellement. Là. Oui, directement. Ouais, c'est sûr. La discussion approche à sa fin, mais j'aimerais parler avec toi de ta propre expérience d'athlète au niveau compétitif parce que, dans le fond, tu pratiques plusieurs sports. Tu joues au soccer. Ouais, ça fait longtemps que je peux jouer au soccer, mais je joue pour le fun. Mais je joue au soccer. Sinon, les deux sports dans lesquels je suis vraiment en ce moment, c'est le deck hockey puis le flag football. J'ai fini ma saison de flag cette semaine. OK. Ouais. Puis même qu'au deck hockey, que je connaissais pas en fait. C'est quoi le deck hockey? Le deck hockey. Le deck hockey, c'est du hockey en souliers, en souliers avec une balle orange sur une surface de 3 contre 3, 4 contre 4 ou 5 contre 5. C'est quoi la différence entre le hockey cosum? Le hockey cosum, c'est une balle blanche.
trouée. La balle est plus légère. OK. Puis au Les deck... bâtons, c'est ça même? Oui, puis non. Les bâtons, en ce moment, tu peux jouer avec n'importe quoi vraiment. Là, mais Dans les deux, autant dans Cosum que... Ouais, dans les OK. deux. Ben, en fait, non, c'est qu'au deck, tu peux pas utiliser un bâton de Cosum. Le bâton de Cosum, c'est beaucoup trop... c'est trop mou, c'est pas assez, OK. c'est pas assez solide. Mais au deck, on utilise des bâtons de glace, là, normal. OK. Sauf que, c'est ça, c'est que tu as des gants, tu as un casque, tu as des protège-genoux, protège-cheville, OK. protège-tibia, puis c'est du hockey... c'est du hockey sur glace, pas de glace. En OK. gros, là, avec une balle à la place d'avoir une puck. Puis vous pouvez vous plaquer. Il y a beaucoup de contacts. Il n'y a pas... tu sais, sur le bord des bandes, ça joue physique. Là. Tu ressors pas de là... tu ressors plus amoché qu'après une partie de ping-pong, mettons. OK. Tu sais, c'est très, très physique. Mais il n'y a pas de contact. Tu peux pas, OK. tu peux pas juste frapper Geler un quelqu'un. joueur en OK. plein milieu de la glace. Non. OK. Fait que ça, c'est ce qui t'a amené à faire partie de l'équipe du Liban de deck hockey qui est à Montréal. Il est à Montréal, oui. C'est à Montréal avec des joueurs d'Ottawa. Il y a des gars d'Ottawa et des gars de Montréal. Puis le but, en fait, là, c'est une association qui est partie à Montréal. Puis c'est de la faire grandir le plus possible pour que, éventuellement, qu'on aille chercher des gars. L'association de deck hockey ou l'association de Team Liban? Association de hockey libanaise. Okay. Il y avait le hockey sur glace, le hockey sur patin, puis le deck hockey. Ah, OK. Ouais. Là, c'est rendu trois instances indépendantes. OK. Tu as le hockey sur glace qui a été reconnu au mois de septembre par l'Association olympique. Donc, ça, c'est vraiment le fun. L'équipe du Liban sur glace est maintenant reconnue, puis ils peuvent se qualifier pour les Jeux olympiques. Puis ils sont basés à Montréal aussi? Ils sont basés à Montréal, oui. Ils sont basés à Montréal. C'est des joueurs et des joueuses, parce qu'il y a aussi une équipe de filles qui sont de Montréal, mais qui sont allés chercher des gars de partout. Là. Il y a des gars des États-Unis, il y a des gars de l'Ouest du pays, de l'Ouest du Canada, il y a des gars du Québec, de l'Ontario. J'imagine qu'ils sont à Montréal parce que, question pratico-pratique, le sport est plus accessible ici en termes d'infrastructure? Oui, en termes d'infrastructure, puis le hockey sur glace au Liban est inexistant presque. Là. Je pourrais amener une paire de patins au Liban, puis mes cousins me regarderaient avec des yeux vraiment bizarres. Donc, c'est ça, le sport est moins accessible, mais c'est ça. Fait que là, il y a l'association de hockey libanaise qui est partie de Montréal, puis le but vraiment, c'est d'aller chercher le plus de Libanais possible. Partout à travers le pays, aux États-Unis, même s'il y en a qui pratiquent le sport au Liban, c'est ça, c'est de faire grandir le sport. C'est faire la promotion du sport, puis d'encourager les jeunes à le pratiquer puis à être actifs. Puis c'est la même chose pour l'association de hockey haïtienne, puis il y a aussi l'association de deck hockey de la Grèce, je pense qu'il est à Toronto, mais il y a aussi beaucoup de gars de Montréal. C'est ça, c'est très populaire. C'est un sport qui est vraiment populaire en Europe, qui est très populaire en Amérique du Nord. Puis, clairement, à cause de l'immigration, tu as plusieurs nationalités qui sont dans ces régions-là du monde. Puis leur but, c'est de faire la promotion du sport, là, puis de le faire grandir. Ouais. Puis, il y a des championnats du monde? Il y a des championnats du monde. Cet été, c'était en Slovaquie. Il y avait la finale pour le A, en fait, c'était la Slovaquie contre la Finlande. Tu avais environ 8000 personnes dans les estrades, puis ça criait, il y avait de l'ambiance... autant, sinon plus d'ambiance qu'à l'Impact. C'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. C'est télévisé. On a écouté... C'est télévisé, oui. C'est deux web, de tes matchs c'est web diffusé, en puis c'est télévisé là-bas en Europe. Ouais, c'est télévisé là-bas. Ils mettent les matchs... en Slovaquie, c'est le deuxième sport. Tu as le sport qui était le hockey sur glace, puis après ça, tous les gars jouent au deck. Ouais. C'est super populaire. Ouais, c'est super populaire. Et comme j'ai dit, c'est vraiment populaire en Europe. Fait que les pays qui sont dominants, c'est la Finlande, la Slovaquie, la République tchèque. Mais le Canada et les États-Unis aussi sont très, très, très compétitifs. Là. Très, très compétitifs. Vu qu'il y a une culture de hockey assez forte. Il y a une culture de hockey, donc c'est facile. Le deck est accessible. Puis c'est un sport qui est énormément en essor là, au Québec. On l'a dit tantôt, le spikeball, l'Ultimate Frisbee, ça a grandi vraiment rapidement. Le deck hockey, il y a des ligues partout en ce moment. Tu veux jouer au deck, écris-le sur Internet, puis tu vas avoir minimum 2-3 ligues autour de chez vous. C'est super populaire. Il y a même un tournoi au Québec qui est Hockey QC. C'est un tournoi de hockey qui réunit toutes les ligues à travers la province. Puis c'est passé à RDS. RDS2, il passait l'été. C'est un tournoi de deck hockey. C'est du 4 contre 4, par exemple. C'est ça, c'est que tu as du hockey 5 contre 5, tu as du hockey 4 contre 4, tu as du 3 contre 3. Les championnats du monde qu'on a fait cet été avec le Liban, c'était du 5 contre 5. Le tournoi de hockey QC, c'est du 4 contre 4.
Puis tu as aussi des championnats du monde 3 contre 3. Là. Ce qui est le fun, en fait, c'est que tu as besoin de moins d'équipement, moins de joueurs pour pouvoir faire des matchs. Exactement. Ouais. C'est adapté. C'est super adapté. Tu peux jouer à l'intérieur, tu peux jouer dehors. C'est vraiment le fun. Il y a un peu de pluie, tu peux quand même jouer. Là. Ouais. Faut pas que tu aies peur de glisser par terre et peut-être te faire mal, mais c'est un sport quand même physique. Là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est quand même intéressant de sentir aussi qu'il y a une progression. Il y a une énorme progression. Parce que j'ai l'impression que dans certains cas, c'est le fun d'un sport récréatif qui est très stédé, que c'est un peu la même chose, puis tu te rends compte, puis tu joues au même parc, comme je joue à Balmol, toujours au même terrain. Mais je pense qu'il y a un engouement aussi pour les sports où il y a des compétitions, il y a comme des fédérations sportives ou là où il y a une progression, où il y a des choses à gagner. Puis je pense qu'il y a des gens qui peuvent être motivés par médaille, comme c'est pas pour rien que les gens, il y a tellement de personnes qui veulent faire un marathon pour la fierté de l'avoir obtenu, ou les CrossFit Games. Ouais. Que c'est comme si ça a redonné une nouvelle vague de projets à des personnes. On s'entend, là, on est dans la vingtaine. Comme moi, je suis début trentaine, toi, t'es fin vingtaine. Où avant, ces expériences-là, on les vivait plus comme des jeunes, en fait. C'est plus adolescents qui avaient une structure. Ouais. Que là, il y a une structure où, même à un âge un peu plus vieux, on est encore des athlètes pertinents dans ce domaine-là. Oui, parce que le domaine est tellement nouveau, puis accessible pour tout le monde. C'est ça qui est vraiment, vraiment le fun. J'imagine que ça va se rajeunir de plus en plus. Comme, il va commencer à avoir des catégories sportives, en fait. Parce que là, c'était une catégorie d'âge. C'est une catégorie. C'était 18 ans et plus. Il y avait des équipes composées... c'est ça. Il y avait des équipes masculines, il y avait des équipes féminines aussi qui jouaient. Mais c'est ça, c'était une seule tranche d'âge. Après ça, il y a aussi des tournois qui sont pour les 35 ans et plus, où il faut absolument qu'il y ait 35 ans pour participer. Mais c'est un sport qui se développe à la minute près. Là. Puis le but, en fait, c'est que peut-être dans 15-20 ans, ce sport-là, on le retrouve aux Jeux olympiques d'été. C'est ça le but, c'est d'amener ce sport-là, parce que c'est un sport en essor. C'est quelque chose qui tient à cœur. Est-ce que personnellement, tu vois que ta contribution à ce sport-là, personnellement, que tu vas t'impliquer pour ça? En fait, moi, je m'implique pour justement faire la promotion auprès des jeunes Libanais, peut-être, surtout parce que j'ai joué pour l'équipe du Liban. Puis la première année, je suis pas allé parce qu'on était en tournée en 2017. J'avais entendu parler du tournoi. J'ai un de mes amis qui a fait l'équipe aussi. Puis le tournoi est à tous les 2 ans. Donc là, cet été, j'ai été en mesure de faire l'équipe, mais tu as 70% de l'équipe initiale qui était là en 2007 qui n'était plus là parce que justement, le sport a tellement grandi. Puis le bassin de joueurs, fait que là, le talent grandit. Fait que là, c'est beaucoup plus dur de faire l'équipe. Moi, si dans 2 ans, je ne fais pas l'équipe, c'est sûr il va y avoir une petite frustration, mais je vais être super content parce que ça veut juste dire que le bassin de joueurs a grandi puis que j'ai plus le talent parce qu'il y en a plein qui viennent puis qui, t'es assez zen par rapport. Ouais, j'aurais pas dit ce discours-là à 22 ans, mais rendu là avec des problèmes de genoux. À ta vieillesse de 26. Ma vieillesse. Quel âge, 26 ans? J'ai 25, je suis vieux. Mes genoux me font mal, fait que je me dis que c'est correct. Fait que là, t'es aussi coach, c'est ça qui est cool, là, c'est que tu vis le sport dans toutes ses facettes. Là, t'es comme dans le monde du loisir, t'es en coaching de hockey COSUM pour des 7-9 ans puis des 10-12 ans. Toi, tu joues... fait que finalement, quand on dit de se créer un travail que t'aimes tellement, que c'est plus du travail, là, c'est que toi, t'as... C'est ça, c'est une vie de loisir. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, puis c'est vraiment la mentalité que j'ai. Quand je vais le vendredi soir, je pars de Montréal puis je m'en vais à Saint-Antoine sur Richelieu, malgré la distance puis malgré le trafic que je peux prendre une fois de temps en temps, je sais que quand je vais arriver puis que je vais voir mes jeunes, ils vont être contents de me voir puis on va avoir du fun ensemble puis qui vont avoir le goût de bouger avec moi puis c'est ça, c'est juste de pratiquer un sport même si ça les passionne pas en ce moment, si je peux faire en sorte que ces jeunes-là, à mon âge, à 25 ans, ils le pratiquent encore grâce à un cours qu'on a eu ou un échange qu'on a eu ensemble, c'est ça qui me motive. Mission accomplie. Mission accomplie, exactement. C'est beau, c'est de passer au moment présent, de leur faire un bon moment, puis à long terme aussi, ce que ça leur apporte. Parce que moi, c'est ça, c'est de même que ça a commencé. Tu sais, j'ai pratiqué le hockey COSUM à l'âge de 8 ans, je pense, avec un coach que je connais même pas je pense que c'était Patrick, son prénom, mais son nom d'animateur, c'était Taz. Puis c'est lui, là, il m'a complètement accroché sur le hockey. Puis je suis sûr que si j'ai dit aujourd'hui que j'étais allé au championnat du monde au deck,
il Tu penses encore à lui. C'est lui, ouais. là. C'est lui. Je sais que c'est lui. Ouais. J'ai toujours aimé le hockey, mais il m'a amené à un niveau, parce que tu sais, à 7-9 ans, à quel point tu peux amener un jeune à un autre niveau, mais il m'a fait comprendre que j'avais les habiletés pour oui, avoir du fun numéro un, mais être vraiment aussi très, très, très bon dans ce que je faisais. Puis il m'a amené au Jeu de Montréal, puis c'est là que j'ai vécu mes premières expériences. Puis c'est là que la compétition a embarqué, mais toujours dans du plaisir, tu sais. Je me rappelle, on a fait 4, 5, 6 tournois ensemble, puis j'en ai gagné seulement un sur les 6. Puis je me rappelle même pas du match de la finale, je me rappelle juste de tous les autres tournois qu'on a fait ensemble, puis tous les moments qu'on se déplaçait en autobus, on partait à 7 h du matin, il faisait super froid, j'avais 9 ans. Il fallait partir à 7 h, j'étais réveillé à 5 h du matin tellement j'avais envie de partir. Tu sais, c'est tous ces petits moments-là. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Là. J'essaie de redonner parce que comme cette personne-là a eu un impact sur ma vie, puis je sais qu'aujourd'hui, à 25 ans, je le pratique grâce à ces moments-là, ben, j'essaie de redonner la même chose à ces jeunes-là qui peuvent peut-être, tu ne sais pas, peut-être que la flamme va partir. Oui, c'est fou comment des fois, c'est des petites choses qui nous semblent anodines. De dire, moi, le voyagement avec mon père, moi, c'est ce qui m'a rapproché de mon père pendant ces années-là, parce que c'est souvent lui qui me faisait les livres pour les matchs et tout. Puis ça a l'air anodin de dire que tu es dans l'auto puis il se passe rien, mais que des années plus tard, tu te rappelles de ça, de dire, on a eu des discussions pendant ces moments-là, puis que c'est pas juste les victoires grandioses qui nous nourrissent puis qu'on se rappelle, c'est tout ce qui a amené à ce moment-là, en fait, tout ce que ça a impliqué comme travail et interaction. Puis tu le réalises pas quand tu es plus jeune. Non. C'est ça qui est le fun. Comme tu viens de dire, c'est quand tu es plus vieux, tu fais comme « Oh wow, ça c'était un moment important dans ma vie. » Puis je le savais pas. Maintenant, je le sais, c'est le fun. Okay, comment est-ce que je peux peut-être faire vivre un moment de même à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, tu sais, je veux pas lui dire aux jeunes « Hey, ça c'est un moment important, là. Enregistre-le. » Non, c'est pas ça le but. Mais peut-être que plus tard, il va peut-être... Tu sais, ça va peut-être être un souvenir, puis il va peut-être accrocher. C'est ça, on peut pas savoir qu'est-ce que lui va se rappeler, mais il faut juste lui offrir une expérience agréable, puis là-dedans, il va trouver ce qui lui convient. J'ai un de mes amis là, qui a participé au Jeu de Montréal en tant que joueur de baseball, puis il l'a gagné comme joueur, puis il y a 2 ans, il l'a gagné comme coach. Oh my! Puis là, il y a les 2 photos, puis t'es là, puis t'es comme « Oh wow, hein, le chemin qu'il a parcouru. Puis lui, c'était ça, là. Il s'est rappelé du souvenir qu'il y a eu quand il a gagné cette compétition-là, puis il s'est dit « Ben moi, je coach parce que je veux faire vivre ces émotions-là à ces jeunes. » Ah, c'est nice. Fait que les gens qui aimeraient suivre les Jeux du Québec, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut aller regarder, on peut s'impliquer comme bénévole. Oui, impliquer comme bénévole, aller regarder, c'est à Laval, il y a 15 compétitions sur 17 qui sont sur l'île de Laval. Puis la majorité des compétitions, il y a des estrades où ils peuvent venir regarder. C'est pour monsieur, madame, tout le monde, comme à l'été 2020. L'été 2020, oui. C'est du 31 juillet au 8 août. C'est dans ces eaux-là. Comme 10 jours de compétition. Pour les gens qui étaient intéressés par la littératie physique, parce qu'on l'a quand même abordé, mettre à jour sur qu'est-ce qu'on peut faire comme adulte ou avec des enfants pour bouger à la maison. L'organisme au Québec 100 degrés est très, très actif. Il y a le réseau Accès Participation aussi qui donne des outils pour les parents qui peuvent les aider à bouger à la maison. Puis c'est vraiment, vraiment simple et accessible la littératie physique. Juste être à la maison puis vous assurer que vos enfants développent leur motricité puis leur habileté de base. Puis qu'ils le fassent aussi en s'amusant. Là. C'est les grosses lignes. Mais il y a plein d'outils qui sont disponibles. Fait que 100 degrés, le réseau Accès Participation, qui est l'organisme pour lequel tu travailles les 3 dernières années, qui est affilié à Participation. Participation aussi. Participation, puis c'est pour ça que tu étais sur la tournée. Exactement, oui. Moi, j'avais rencontré ta collègue Laurie à un événement. C'était pour Renard, mais elle avait accepté de prendre un café pour moi, me présenter le palmarès, puis là, j'ai décidé d'appliquer pour la tournée. Fait que Pierre Morin, ça lui tient super à cœur la littératie physique. Fait que je pense que lui, il y a des programmes et des projets qui s'en viennent qui sont vraiment intéressants. Fait que de suivre ça. Sinon, les Jeux du Québec, une page Instagram, page Facebook aussi, si vous voulez rester à l'affût de les compétitions qui s'en viennent, là, c'est à notre porte. Vraiment le fun. Ah, c'est sûr que j'y vais cette année. En plus, dans mon hometown. C'est juste à côté. Ah oui, de Laval.
Fait qu'on ira, tu nous diras où l'action se passe, puis Parfait, on c'est va aller voir ça. Ben, merci sûr. pour ta présence. Merci de m'accueillir, C'était vraiment super le intéressant. Puis un peu comme avec Marianne et tellement d'autres personnes, la porte va être toujours ouverte. Fait que sûrement qu'on va te repoker. Peut-être après les jeux, en fait, pour avoir ça pourrait être le fun. feedback sur ton expérience. Ça Qu'est-ce pourrait qui être s'est passé. vraiment le fun. Ouais, OK. ouais. On va faire ça. Good. Ben, merci encore. Merci.